Elle était invisible. Agente d'entretien de nuit dans un gratte-ciel de Manhattan, Rose n'aurait jamais imaginé qu'en pénétrant dans le pantouse interdit du milliardaire le plus redouté de New York, sa vie changerait à jamais. Un regard. Un contact. Une nuit qui allait révéler des secrets assez puissants pour détruire des empires et des cœurs. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas dite à Harrison Blackridge. Elle n'avait jamais appartenu à personne. Jusqu'à ce petit matin. Si vous aussi, vous croyez aux histoires qui touchent l'âme, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » ci-dessous, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. C'est votre soutien qui nous permet de continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci, venues droit du cœur. Rose Martinez n'avait jamais pensé que la vie pouvait être différente. À 23 ans, elle avait déjà appris à accepter l'invisibilité comme faisant partie de son existence. Grandir dans un foyer pour enfants de la banlieue du New Jersey ne lui avait pas donné de choix, seulement des certitudes. Et la principale était simple, les gens comme elle n'étaient pas vus. Ils étaient tolérés, ignorés, oubliés. Chaque nuit, elle enfilait l'uniforme bleu marine de la société de nettoyage, nouait ses cheveux bruns en un chignon serré et traversait l'Hudson en direction de Manhattan. Sa destination était toujours la même. Blackridge Industries, un imposant gratte-ciel de verre et d'acier qui dominait l'horizon tel un monument à la puissance et à l'ambition. Là, entre 2 et 6 heures du matin, Rose nettoyait les couloirs silencieux, vidait les poubelles, essuyait les tables de conférence où se prenaient des décisions à plusieurs millions de dollars. Elle connaissait ce bâtiment mieux que n'importe quel cadre. Elle savait où la lumière du couloir du 12e étage vacillait, savait que la salle de conférence du 28e sentait toujours le café froid, savait que l'ascenseur de service faisait un bruit étrange en passant le 15e étage. Mais il y avait un endroit où Rose n'était jamais entrée. Le Pantouse, le dernier étage, le territoire exclusif d'Harrison Blackridge, héritier de l'Empire, l'homme dont le nom était murmuré avec un mélange d'admiration et de peur par tous ceux qui travaillaient ici. Ce jeudi matin-là, quelque chose changea à l'intérieur de Rose. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être la curiosité, ou peut-être juste le désir silencieux, pour une fois dans sa vie, d'être là où elle n'était pas censée être. Quand l'ascenseur de service ouvrit ses portes au dernier étage, elle hésita. Elle regarda le couloir vide, baigné d'une douce lumière dorée qui contrastait avec la froideur des étages inférieurs. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle ne devrait pas. Mais ses pieds bougèrent avant que son esprit ne puisse les arrêter. Le couloir était différent de tout ce qu'elle connaissait dans ce bâtiment. Le sol était en marbre sombre, les murs couverts de boiseries fines, des peintures coûteuses décoraient l'espace. Tout ici respirait le luxe, le contrôle, le pouvoir. Rose avança lentement, comme si elle envahissait un temple interdit. Au bout du couloir, une double porte en verre dépoli marquait l'entrée du Pantouse. Elle toucha la poignée. Elle n'était pas verrouillée. Pourquoi n'était-elle pas verrouillée? Rose poussa la porte avec précaution. L'espace qui s'ouvrit devant elle lui coupa le souffle. Des baies vitrées allant du sol au plafond révélaient un Manhattan illuminé, une constellation de lumière pulsant comme un cœur géant. Le décor était minimaliste, mais chaque pièce hurlait la sophistication. Des canapés en cuir sombre, une table basse en verre, des étagères remplies de livres qui semblaient n'avoir jamais été touchés, et au fond, un escalier en colimaçon menant à un second niveau. Vous ne devriez pas être ici. La voix grave la figea sur place. Rose se tourna lentement, et son cœur s'emballa. Harrison Blackridge se tenait à l'entrée de la cuisine ouverte, tenant un verre de vin rouge. Il portait un pantalon de costume sombre et une chemise blanche dont les manches étaient relevées jusqu'au coude, révélant des avant-bras puissants. Ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Ses yeux étaient d'un gris orageux, perçant, du genre à lire chaque secret que vous tentiez de cacher. Rose ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Son instinct lui hurlait de courir, de s'excuser, d'expliquer que c'était une erreur, mais quelque chose dans son expression la retint là, paralysée. Je suis désolé. Je ne devrais pas, commença-t-elle, la voix tremblante. Non. Harrison fit un pas en avant, les yeux fixés sur elle. Vous ne devriez pas. Mais vous êtes là. Il ne semblait pas en colère. Il semblait curieux, comme si Rose était une énigme qu'il devait résoudre. Il s'approcha lentement, chaque pas mesuré, contrôlé. Rose sentit l'air s'épaissir. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, si près qu'elle pouvait sentir le parfum subtil de son eau de Cologne, quelque chose de boisé, de masculin, d'enveloppant.
Votre nom, demanda-t-il, sa voix plus basse maintenant, presque intime. Rose. Rose Martinez. Rose, il répéta le nom comme s'il en goûtait la sonorité. Vous travaillez ici? Oui. Au nettoyage de nuit. Harrison inclina la tête, l'étudiant. Ses yeux parcoururent son visage, ses cheveux tirés en arrière, son uniforme simple. Mais il n'y avait aucun mépris dans son regard. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui fit frissonner la peau de Rose. Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Rose? Presque 2 ans. Et vous n'êtes jamais montée ici avant? Jamais. Pourquoi aujourd'hui? Rose hésita. Comment expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même? Comment dire qu'elle en avait soudain eu assez d'être invisible, qu'elle en avait assez de nettoyer les restes de la vie des autres, sans jamais rien avoir qui soit vraiment à elle? Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement, rencontrant son regard. La curiosité, peut-être. Un petit sourire, presque imperceptible, effleura les lèvres d'Harrison. La curiosité. Il fit un pas de plus, éliminant presque toute la distance entre eux. Vous savez ce qu'on dit sur la curiosité, Rose? Qu'elle a tué le chat, répondit-elle, sentant son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Exactement. Il tendit la main, et Rose retint son souffle lorsque ses doigts effleurèrent légèrement une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon. Le contact fut si doux, si délibéré, qu'il envoya une vague de chaleur à travers tout son corps. Mais on dit aussi que la satisfaction la ramenait. L'air entre eux était chargé d'électricité. Rose savait qu'elle devrait partir, savait que rester là était dangereux. Mais ses pieds semblaient collés au sol. Elle ne pouvait détacher son regard de ses yeux gris qui la dévisageaient, comme si elle était la seule personne au monde. « Avez-vous peur de moi » demanda Harrison, la voix rauque. « Devrais-je l'être » répondit Rose, s'étonnant de son propre courage. Il sourit à nouveau, cette fois un vrai sourire qui transforma complètement son visage. Soudain, il ne ressemblait plus au milliardaire impitoyable dont tout le monde parlait. Il ressemblait juste à un homme complexe, solitaire, intense. La plupart des gens le sont, admit-il en baissant la main, mais sans s'éloigner. Mais vous ne ressemblez pas à la plupart des gens, Rose Martinez. Et vous ne ressemblez pas à ce qu'on dit de vous. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Et que disent-ils de moi? Que vous êtes froid, calculateur, impitoyable. Et vous ne pensez pas que je le suis. Rose l'étudia. Elle vit la tension dans ses épaules, la solitude cachée derrière le masque de contrôle, la vulnérabilité qu'il essayait désespérément de cacher. Je pense que vous voulez que les gens le pensent, dit-elle doucement. Mais je pense qu'il y a bien plus en vous. Quelque chose changea dans les yeux d'Harrison. Le masque tomba, juste une seconde, mais ce fut suffisant pour que Rose voie la vérité. Il était aussi seul qu'elle, aussi invisible, à sa manière, qu'elle l'avait toujours été. Restez, dit-il soudain, sa voix chargée de quelque chose que Rose ne parvenait pas à identifier. Juste pour ce soir. Restez et tenez-moi compagnie. Rose savait qu'elle devrait refuser, savait que cela compliquerait tout. Mais quand elle le regarda, elle vit le même désir désespéré qu'elle ressentait, le désir d'être vue, d'être réelle, de compter pour quelqu'un. D'accord, murmura-t-elle. Je reste. Et avec ce simple mot, tout changea. Aucun d'eux ne le savait encore. Mais ce petit matin marquerait le début de quelque chose qui les transformerait tous les deux à jamais, quelque chose qui testerait les limites, briserait les barrières et défierait tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, le pouvoir et la rédemption. La nuit ne faisait que commencer. Et Manhattan, dehors, continuait de pulser, indifférente au fait que 2 mondes impossibles venaient d'entrer en collision au sommet de ce gratte-ciel. Harrison servit du vin à Rose. Elle accepta le verre avec des mains tremblantes, essayant toujours de digérer ce qui se passait. Elle était là, une agente d'entretien de nuit, assise sur le canapé en cuir italien de l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré, buvant un vin qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel. « Vous êtes nerveuse » observa Harrison en s'asseyant à côté d'elle, assez près pour que leurs genoux se touchent presque. « Je n'ai pas l'habitude de boire du vin avec des milliardaires au sommet des gratte-ciel » admit Rose, tentant de détendre l'atmosphère avec une touche d'humour. Il rit. C'était un son bas, authentique, qui fit remuer quelque chose dans la poitrine de Rose. C'était étrange de voir cet homme, toujours si sérieux sur les photos qui circulaient sur Internet,
rire comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et je n'ai pas l'habitude de recevoir des visites inattendues à 3 heures du matin. Il prit une gorgée de son propre vin, ses yeux ne quittant jamais son visage. Mais je dois admettre que c'est la meilleure surprise que je n'ai jamais eue. Rose sentit la chaleur lui monter au cou. Elle n'était pas habituée à l'attention, encore moins à l'attention intense et concentrée de quelqu'un comme Harrison Blackridge. Toute sa vie, elle n'avait été qu'une parmi d'autres, une enfant de plus à l'orphelinat, une employée de plus en uniforme, une personne de plus que les autres regardaient sans la voir. Mais Harrison la regardait, la voyait vraiment, comme si elle était quelque chose de précieux, de rare, digne de toute son attention. « Parlez-moi de vous », demanda-t-il en s'installant plus confortablement sur le canapé. Son corps se tourna complètement vers elle. « Qui est Rose Martinez ?» Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle haussa les épaules, détournant le regard vers la vue spectaculaire de Manhattan. J'ai grandi dans un foyer. À 18 ans, je suis parti et j'ai commencé à travailler. C'est à peu près tout. Je ne vous crois pas, Harrison tendit la main et lui toucha doucement le menton, l'obligeant à le regarder à nouveau. Chaque personne a une histoire. Et quelque chose me dit que la vôtre est fascinante. Son contact envoya un courant électrique le long de la colonne vertébrale de Rose. Ce n'était qu'un léger contact des doigts, mais cela semblait tellement plus. C'était intime. C'était comme une promesse. Et vous, défia Rose, trouvant un courage dont elle ignorait la provenance. Qui est Harrison Blackridge quand il n'est pas en train de terroriser des cadres et de conclure des contrats à plusieurs millions? Il sourit, mais il y avait une tristesse là, cachée dans les coins. Quelqu'un qui passe des nuits blanches parce qu'il n'arrive pas à éteindre son esprit. Quelqu'un qui a construit des murs si hauts qu'il a oublié ce que c'était que de laisser entrer quelqu'un. Il marqua une pause, ses yeux perçants fixés sur elle. Quelqu'un qui est fatigué d'être seul. L'honnêteté brute de ces mots coupa le souffle de Rose. Voici un homme qui avait tout l'argent, le pouvoir, l'influence, admettant qu'il n'avait rien de ce qui comptait vraiment. Vous n'avez pas à être seul, dit doucement Rose. Vraiment? Il se pencha légèrement, réduisant encore la distance entre eux. Et vous, Rose? Êtes-vous seul? Je l'ai toujours été, admit-elle, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. Alors peut-être, murmura Harrison, sa main quittant son menton pour caresser doucement son visage. Peut-être pouvons-nous être moins seuls ensemble. Le cœur de Rose battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle devrait s'éloigner. Elle devrait se souvenir que c'était impossible, qu'ils venaient de mondes différents, que rien de bon ne pouvait en sortir. Mais quand elle plongea son regard dans le sien, elle vit le même désir, le même besoin désespéré de connexion qu'elle ressentait. Harrison, commença-t-elle, sans savoir comment finir. Dites-moi que vous le sentez aussi, demanda-t-il. Sa voix était rauque, chargée d'émotion. Dites-moi que je ne suis pas le seul à devenir fou ici. Je le sens, admit Rose, et ce fut comme si quelque chose se brisait en elle. Je le sens, et je ne sais pas quoi en faire. Il ferma les yeux un instant, comme si ces mots étaient un soulagement physique. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination qui n'y était pas auparavant. Ne faites rien, dit-il en se penchant encore plus près. Restez. Soyez juste réel avec moi. Et puis il l'embrassa. C'était un baiser différent de tout ce que Rose aurait pu imaginer. Il commença doucement, presque avec révérence, comme si Harrison avait peur de l'effrayer. Ses lèvres effleurèrent les siennes avec une douceur qui contredisait totalement sa réputation d'homme dur et impitoyable. Mais quand Rose répondit, quand ses mains trouvèrent sa poitrine et qu'elle sentit son cœur battre fort sous sa chemise, quelque chose changea. Le baiser s'approfondit. La main d'Harrison glissa jusqu'à sa nuque, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux, défaisant le chignon jusqu'à ce que les mèches tombent librement sur ses épaules. Son autre main trouva sa taille, la tirant plus près, éliminant tout espace entre eux. Rose se sentit fondre. Chaque contact, chaque mouvement de ses lèvres contre les siennes envoyait des vagues de chaleur à travers tout son corps. Elle n'avait jamais été touchée comme ça, jamais été désirée comme ça. C'était écrasant et terrifiant et absolument merveilleux en même temps. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Harrison appuya son front contre le sien, les yeux fermés comme s'il essayait de s'ancrer dans la réalité. « Vous n'avez aucune idée, murmura-t-il, la voix rauque. Vous n'avez aucune idée de ce que vous me faites. Alors, montrez-moi, murmura Rose, s'étonnant de sa propre audace.
Ses yeux s'ouvrirent, sombres de désir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'adoration. Rose. Il dit son nom comme une prière. Si nous commençons ça, ce ne sera pas quelque chose de passager. Pas pour moi. Vous devez comprendre ça. Je comprends. Elle prit son visage entre ses mains. Et je ne veux pas de passager. Je veux du réel. Quelque chose se brisa définitivement entre eux. Harrison la tira sur ses genoux, et Rose se retrouva assise sur ses jambes, ses mains fermement posées sur sa taille. La tenant comme si elle était précieuse. Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec moins de retenue, avec tout le besoin et le désir qu'ils avaient accumulés depuis le moment où elle était entrée dans ce pantouse. Les mains de Rose explorèrent ses larges épaules, sentant les muscles tendus sous sa chemise. Les mains d'Harrison glissèrent le long de son dos, traçant sa colonne vertébrale avec une révérence qui la fit trembler. Chaque contact était une découverte. Chaque soupir était une confession silencieuse. « Restez avec moi ce soir », demanda Harrison contre ses lèvres, sa voix urgente. « Pas seulement ici. Avec moi. » Complètement. Rose savait ce qu'il demandait. Et pour la première fois de sa vie, elle voulait dire oui. Elle voulait se donner complètement à quelqu'un. Elle voulait être vue, touchée, aimée, même si ce n'était que pour une nuit. « Oui », murmura-t-elle. « Je reste. » Harrison se leva avec elle toujours dans ses bras, la portant comme si elle ne pesait rien. Rose enroula ses jambes autour de sa taille, ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans le creux de son épaule. Elle pouvait sentir son cœur battre fort, pouvait sentir la tension dans ses muscles, pouvait sentir le désir et la retenue s'affronter en lui. Il la porta en haut de l'escalier en colimaçon jusqu'au second niveau. La chambre était spacieuse, dominée par un lit immense et des fenêtres qui révélaient la ville endormie. Mais Rose remarqua à peine les détails. Tout ce qui comptait, c'était l'homme qui la tenait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Harrison la déposa doucement sur le lit, mais ne la rejoignit pas immédiatement. Il se tint à côté, la regardant avec une intensité qui coupa le souffle de Rose. « Vous êtes si belle, » dit-il, la voix pleine d'admiration. « Et vous n'en avez même pas conscience, n'est-ce pas ?» Rose sentit les larmes lui piquer les yeux. Personne ne l'avait jamais trouvée belle. Personne ne l'avait jamais regardée comme Harrison la regardait maintenant. Harrison. Elle tendit la main vers lui. Il la prit, entrelaçant ses doigts avec les siens, et s'allongea enfin à côté d'elle. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder. Deux étrangers qui, d'une manière ou d'une autre, se reconnaissaient. Deux âmes solitaires qui avaient trouvé, contre toute attente, une connexion qu'aucun ne pouvait expliquer. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire » demanda doucement Rose. « Quelque chose de probablement insensé » admit Harrison en lui caressant le visage. « Quelque chose qui va tout compliquer, mais quelque chose qui semble plus juste que tout ce que j'ai fait dans ma vie. » Et tandis que la ville dehors continuait de dormir, indifférente à l'impossible qui se produisait au sommet de ce gratte-ciel, Rose et Harrison se perdirent l'un dans l'autre. Pas seulement dans le désir, mais dans la connexion. Dans la vulnérabilité. Dans une promesse silencieuse que, au moins pour cette nuit, aucun d'eux ne serait seul. Mais au fond, tous deux le savaient. Après cette nuit, plus rien ne serait pareil. Ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. Et ce qui viendrait ensuite serait bien plus compliqué qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. La douce lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres panoramiques, peignant la pièce de nuances d'or et de rose. Rose était allongée à côté d'Harrison, son cœur battant encore la chamade, sa peau frémissante au souvenir de chaque contact. Elle n'avait jamais imaginé que l'intimité pouvait être ainsi. Pas seulement physique, mais émotionnelle. Comme si deux âmes se touchaient en même temps que deux corps. Harrison la regardait avec une intensité qui la faisait se sentir à la fois exposée et protégée. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son bras, comme s'il mémorisait chaque centimètre de sa peau. « Ça va » demanda-t-il, sa voix rauque et basse dans le silence du matin. Rose hocha la tête, mais son corps était tendu. Il y avait quelque chose qu'elle devait dire, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Comment dire à quelqu'un quelque chose d'aussi intime, d'aussi vulnérable ? Comment admettre quelque chose qui, dans le monde d'Harrison, semblait probablement impossible pour quelqu'un de son âge ? Rose. Harrison remarqua son hésitation. Il s'appuya sur son coude, la regardant directement. « Qu'y a-t-il ? Vous pouvez tout me dire.
Elle ferma les yeux, rassemblant son courage. Je n'ai jamais, commença-t-elle, la voix tremblante. Avant vous. Je n'avais jamais été avec personne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rose garda les yeux fermés, craignant de voir le rejet ou le regret sur son visage. Mais elle sentit alors les doigts d'Harrison toucher son visage avec une douceur qui lui fit ouvrir les yeux. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Il n'y avait aucun jugement, aucune déception. Il n'y avait que de la révérence, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la tendresse. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant » demanda-t-il, mais il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une inquiétude sincère. « Parce que je voulais ça » admit Rose, ses propres mains trouvant sa poitrine, sentant son cœur battre régulièrement sous sa paume. « Je vous voulais, et j'avais peur que si je vous le disais, vous changeriez d'avis, que vous décideriez que j'étais trop jeune ou trop inexpérimenté ou... » Rose, l'interrompit Harrison, capturant une de ses mains et la portant à ses lèvres. « Vous pensez que ça changerait quelque chose? Vous pensez que ça me donnerait moins envie de vous? » « Je ne sais pas, » murmura-t-elle honnêtement. « Je ne sais pas comment ces choses fonctionnent. » Il se pencha, l'embrassant avec une tendresse qui lui monta les larmes aux yeux. « Alors laissez-moi vous montrer, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Laissez-moi vous montrer comment vous méritez d'être traité, comment vous méritez d'être aimé. » Le mot « aimer » resta suspendu dans l'air entre eux, chargé de sens. Il était trop tôt pour l'amour, Rose le savait. Mais il y avait quelque chose entre eux qui allait au-delà de l'attirance physique, quelque chose de profond et d'effrayant et de complètement bouleversant. Harrison la serra plus près, l'enveloppant dans ses bras comme si elle était quelque chose de précieux qu'il devait protéger. Rose enfouit son visage dans sa poitrine, se sentant en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Ils restèrent ainsi de longues minutes, respirant simplement ensemble, deux cœurs battant à l'unisson. « Ai-je été prudent » demanda doucement Harrison, se reculant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Ai-je été assez doux ?» L'inquiétude sincère dans sa voix réchauffa quelque chose au plus profond de Rose. Voici un homme connu pour être impitoyable en affaires, craint pour sa froideur et sa détermination, et il s'inquiétait de savoir s'il avait été assez doux avec elle. « Vous avez été parfait » répondit honnêtement Rose en lui touchant le visage. « Vous avez été plus que je n'aurais pu l'imaginer. » Il ferma les yeux comme si ces mots étaient un soulagement physique. Quand il les rouvrit, il y avait là une vulnérabilité qu'il cachait si bien d'habitude. « Vous me faites peur, Rose Martinez » admit-il. « Vous me faites peur parce qu'en une seule nuit, vous avez réussi à abattre des murs que j'ai mis des années à construire. » Peut-être qu'ils avaient besoin de tomber, suggéra doucement Rose. Peut-être, acquiesça-t-il, un petit sourire effleurant ses lèvres. Mais maintenant, je suis à nu, et je ne sais pas quoi faire de ça. Rose comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Elle aussi se sentait exposée, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Mais il y avait aussi quelque chose de libérateur là-dedans. Pour la première fois, elle n'était pas seule dans sa vulnérabilité. « Alors, nous trouverons une solution ensemble, » dit-elle, scellant la promesse d'un baiser. Le baiser commença doucement, mais s'approfondit rapidement. Harrison roula, la plaçant au-dessus de lui, ses mains fermement posées sur sa taille. Rose pouvait sentir son désir, mais il y avait aussi quelque chose de plus. Il y avait de l'attention. Il y avait de la patience. Il y avait une attention aux signaux de son corps qui montrait qu'il était complètement concentré sur son bien-être. « Vous me dites si quelque chose est trop » ordonna Harrison, sa voix rauque mais ferme. « Vous me le dites et j'arrête, promis. »« Promis » répondit Rose, touchée par son inquiétude. Ce qui suivit fut une exploration lente et respectueuse. Harrison toucha chaque partie d'elle comme s'il apprenait une nouvelle langue, attentif à chaque souffle, chaque soupir, chaque frisson. Il n'était pas pressé. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait que deux, et la connexion grandissante qui semblait s'approfondir à chaque contact. Rose découvrit que l'intimité n'était pas seulement une question physique. C'était une question de confiance. C'était une question de vulnérabilité. C'était permettre à quelqu'un de voir les parties les plus cachées de vous et choisir de rester quand même. Et Harrison restait. Plus que ça, il l'adorait. Chaque contact était une promesse. Chaque baiser était une confession silencieuse. Quand ils se séparèrent enfin à nouveau, le soleil était déjà haut dans le ciel. Manhattan s'était réveillé dehors, le monde continuant son rythme effréné,
ignorant complètement que quelque chose de profond et de transformateur s'était produit dans cette chambre. « Je dois partir », dit Rose à contre-cœur, regardant la fenêtre. « Mon service est terminé depuis des heures. Ils vont remarquer mon absence. » Harrison fronça les sourcils, n'aimant visiblement pas l'idée de la laisser partir. « Alors ne partez pas, suggéra-t-il en la ramenant dans ses bras. « Restez ici. Avec moi. » Rose rit doucement. « J'ai des factures à payer, Harrison. Je ne peux pas simplement ne pas me présenter au travail. »« Je peux m'en occuper, » dit-il très sérieusement. « Non. » Rose s'écarta, le regardant avec détermination. « Je ne veux pas être prise en charge. Je veux être vue. C'est différent. » Quelque chose changea dans ses yeux. Du respect. De l'admiration. « Vous avez raison, » admit-il. « Je suis désolé, je ne voulais pas suggérer. »« Je sais, » l'interrompit doucement Rose. « Mais j'ai besoin que vous compreniez. Je ne suis pas ici parce que vous avez de l'argent. Je ne suis pas ici parce que vous pouvez me donner des choses. Je suis ici parce que vous me voyez, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Harrison l'attira dans un baiser profond, plein d'émotion. « Quand puis-je vous revoir ?» demanda-t-il quand ils se séparèrent. « Je travaille toutes les nuits, » répondit Rose, un sourire jouant sur ses lèvres. « Alors, chaque nuit, décida Harrison. « Je vous verrai chaque nuit. » Harrison, commença Rose, la réalité commençant à s'infiltrer dans la bulle qu'ils avaient créée. « Comment est-ce que ça va fonctionner ? Vous et moi, nous sommes de mondes différents. » « Je m'en fiche, » dit-il avec une détermination qui ne laissait aucune place à la discussion. « Je me fiche des mondes différents, de ce que les gens diront, de tout ça. Vous êtes la première chose réelle qui me soit arrivée depuis des années. Je ne vous laisserai pas partir. » Ces mots auraient dû l'effrayer, auraient dû sembler trop intenses, trop rapides. Mais tout ce que Rose ressentit, ce fut du soulagement, car elle ressentait la même chose. En une seule nuit, Harrison Blackridge était devenu quelque chose d'essentiel, et l'idée de ne pas le revoir était physiquement et émotionnellement douloureuse. Chaque nuit, alors, acquiesça-t-elle, scellant l'accord d'un dernier baiser avant de se lever enfin, à contre-cœur. Harrison la regarda s'habiller, l'intensité de son regard faisant frissonner sa peau. Quand elle fut prête à partir, il la raccompagna jusqu'à la porte. « Rose. » Il l'appela alors qu'elle s'apprêtait à quitter le Penthouse. Elle se retourna. « Merci de m'avoir fait confiance. De m'avoir laissé être votre premier. De m'avoir donné quelque chose d'aussi précieux. » Rose sentit les larmes lui piquer les yeux. « Merci à vous, » répondit-elle. « De m'avoir vu. De m'avoir donné l'impression de compter. » Et puis elle partit, emportant avec elle le souvenir de chaque contact, de chaque mot, de chaque instant. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit avait changé le cours de leurs deux vies pour toujours. Ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être effacée, et ce qui les attendait serait bien plus compliqué et intense qu'aucun ne pouvait l'imaginer. Mais pour l'instant, alors que Rose descendait dans l'ascenseur, un sourire effleura ses lèvres. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait vue, réelle, vivante. Et au sommet du gratte-ciel, Harrison se tenait devant les fenêtres, regardant la ville et sachant, avec une certitude absolue, que sa vie ne serait plus jamais la même. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première nuit, et ce qui avait commencé comme une rencontre impossible s'était transformé en quelque chose qu'aucun ne pouvait nommer, mais que tous deux ressentaient profondément. Rose et Harrison développèrent une routine secrète qui défiait toute logique et toute raison. Chaque nuit, lorsque le bâtiment se vidait et que seules les lumières de secours restaient allumées dans les couloirs silencieux, Rose montait aux Penthouses. Parfois, Harrison l'attendait avec un dîner préparé. Il avait découvert que cuisiner le calmait, et il adorait la regarder manger, appréciant chaque expression de plaisir sur son visage. D'autres fois, il était encore en réunion virtuelle avec des cadres à l'autre bout du monde, et Rose se blottissait simplement sur le canapé, lisant l'un des nombreux livres de sa bibliothèque, attendant patiemment. Mais toujours, quand ils étaient enfin seuls, le monde disparaissait. Cette nuit-là, Rose était en retard. Une fuite au 12e étage avait nécessité une attention supplémentaire, et il était presque 3 heures du matin quand elle parvint enfin à monter. Harrison ouvrit la porte avant même qu'elle ne sonne, comme s'il avait senti sa présence. « Je pensais que tu ne venais pas » admit-il en l'attirant à l'intérieur et en l'enveloppant dans ses bras.
désolé. Fuite au 12e étage. Rose se fondit contre lui, inhalant ce parfum boisé qui était devenu si familier et réconfortant. Tu m'as manqué. Ça ne fait que 24 heures, murmura Harrison contre ses cheveux, mais Rose pouvait sentir la tension quitter son corps maintenant qu'elle était là. 24 heures, c'est long, répondit-elle en se reculant juste assez pour le regarder dans les yeux. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir-là, une agitation qu'elle ne parvenait pas à identifier. Ses yeux semblaient plus sombres, sa mâchoire plus tendue. Que s'est-il passé demanda Rose en portant sa main à son visage. Harrison ferma les yeux, s'appuyant contre son contact comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré. Réunion avec mon père aujourd'hui, dit-il simplement, mais Rose pouvait entendre des volumes dans ce qu'il ne disait pas. Elle savait très peu de choses sur Richard Blackridge, seulement ce qu'elle lisait occasionnellement dans les nouvelles. Un titan des affaires, impitoyable, connu pour écraser ses concurrents sans hésitation. Harrison parlait rarement de lui, et Rose avait appris à ne pas insister. « Tu veux en parler ?» proposa-t-elle doucement. « Non. » Harrison ouvrit les yeux et il y avait de la détermination. « Je ne veux pas perdre notre temps à parler de lui. Je veux juste être avec toi. » Et puis il l'embrassa, et Rose sentit tous les mots non dits dans ce baiser, la frustration, la colère, le besoin de s'échapper, de se perdre dans quelque chose de réel et de bon. Elle répondit avec la même intensité, lui permettant d'utiliser sa présence comme point d'ancrage. Mais quand ils se séparèrent, Rose maintint son visage entre ses mains. « Harrison, regarde-moi. » Elle attendit qu'il obéisse. « Tu n'as pas besoin de me cacher les parties difficiles de toi. Je ne suis pas seulement là pour les bons moments. Je suis là, complètement. » Quelque chose se brisa dans ses yeux. Le masque qu'il portait si bien, même avec elle, tomba finalement complètement. « Il veut que je ferme une usine dans l'Ohio, » dit Harrison, la voix tendue. 500 emplois. 500 familles. Et quand j'ai remis ça en question, quand j'ai suggéré des alternatives, il m'a regardé comme si j'étais faible. Comme si la compassion était un défaut de caractère. Rose sentit la colère monter pour lui, pour cet homme brillant et complexe qui essayait désespérément d'être meilleur que l'héritage dont il avait hérité. « Tu n'es pas faible, » dit-elle avec véhémence. « Se soucier des autres ne te rend pas faible. Ça te rend humain. » Parfois je me demande s'il est humain, admit amèrement Harrison, ou si l'empire qu'il a construit a aspiré tout ce qui était humain en lui. « Tu n'es pas lui, » dit Rose avec une certitude absolue. « Tu ne seras jamais lui. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que tu es ici avec moi. Parce que tu t'en soucies. Parce que même quand le monde entier te dit d'être dur, tu choisis d'être bienveillant. » Rose l'embrassa doucement. « Et ça, c'est quelque chose que ton père ne pourra jamais t'enlever. » Harrison la serra si fort que Rose pouvait à peine respirer, mais elle ne se plaignit pas. Elle le serra simplement en retour, offrant le réconfort silencieux de sa présence. Dans les jours qui suivirent, leurs rencontres devinrent plus audacieuses. Le Penthouse ne suffisait plus. Ils commencèrent à se retrouver dans d'autres endroits du bâtiment, des endroits où ils ne devraient pas être, où ils pouvaient être découverts à tout moment. Un soir, Rose nettoyait la salle de conférence du 28e étage quand elle sentit des mains familières sur sa taille. Elle se retourna, trouvant Harrison avec un sourire espiègle. « Tu vas me faire perdre mon emploi. » Elle le gronda sans conviction alors qu'il la pressait contre la table de conférence. « Alors je te donnerai un meilleur emploi, » plaisanta-t-il en lui embrassant le cou. « Harrison ?» Rose essaya de paraître sévère, mais cela ressemblait davantage à un soupir. « Nous sommes dans une salle de conférence avec des murs en verre. »« En verre dépoli, » corrigea-t-il, ses mains explorant ses courbes par-dessus son uniforme. « Et il est 3 heures du matin. Il n'y a personne. C'est de la folie. » Mais tout en le disant, Rose le serrait plus fort contre elle. « Tu me rends fou » murmura Harrison contre ses lèvres avant de les capturer dans un baiser qui fit s'évaporer toute pensée de protestation. Ils se perdirent l'un dans l'autre juste là, à l'endroit même où des décisions à plusieurs millions de dollars étaient prises pendant la journée. Il y avait quelque chose d'interdit et d'excitant à cela, mais aussi quelque chose de profondément intime. C'était comme s'ils marquaient leur territoire, déclarant que cet espace, ce monde qui aurait dû les séparer, appartenait désormais aussi à leur amour. Une autre nuit, Harrison la surprit dans l'ascenseur de service. Rose était seule en montant au 22e étage quand les portes s'ouvrirent au 15e et qu'il entra, un sourire malicieux aux lèvres.
Harrison, Rose regarda nerveusement autour d'elle. Quelqu'un pourrait voir. Pas si je fais ça. Il appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence et l'ascenseur s'arrêta avec une légère secousse entre 2 étages. Tu ne peux pas juste. Mais les mots moururent quand il la pressa contre la paroi de l'ascenseur, ses yeux sombres de désir. Je ne pouvais pas attendre que tu montes, avoua-t-il, ses mains déjà exploratrices. Je pense à toi depuis des heures. Ça ne fait que. Rose vérifia sa montre. 23 heures qu'on ne s'est pas vu. Exactement. Trop long. Et puis il l'embrassa, et Rose oublia toutes les raisons pour lesquelles c'était une idée terrible. Mais ce n'était pas seulement du désir. Entre les moments de passion, il y avait des conversations qui duraient des heures. Harrison parlait des livres qu'il avait lus, des endroits qu'il avait visités, des rêves qu'il avait abandonnés en prenant les responsabilités de l'entreprise. Rose parlait de son enfance, des enfants du foyer avec qui elle avait grandi, du sentiment de n'avoir jamais vraiment appartenu à nulle part. « Ta place est ici », dit Harrison une nuit, alors qu'ils étaient allongés dans son lit, les corps entrelacés, la ville clignotant dehors. « Avec moi. Ta place est ici, avec moi. » Rose se tourna pour le regarder, voyant la sincérité absolue dans ses yeux. « Parfois, j'ai encore l'impression que c'est un rêve, » admit-elle. « Que je vais me réveiller et découvrir que rien de tout cela n'était réel. » C'est réel. Harrison prit sa main, la portant à sa poitrine, sur son cœur. « Tu sens ça? Tu sens comme mon cœur bat plus vite quand tu es prêt? C'est réel, Rose. Tu es la chose la plus réelle qui me soit arrivée depuis des années. Je t'aime. » Les mots sortirent avant que Rose ne puisse les arrêter, et pendant un instant, la panique la submergea. C'était trop tôt. Ils ne se connaissaient que depuis quelques semaines, mais elle plongea son regard dans le sien et vit qu'il était trop tard pour se soucier du timing. Harrison resta complètement immobile un long moment, puis un sourire se répandit lentement sur son visage. Pas le sourire contrôlé qu'il utilisait en réunion, mais quelque chose d'authentique, de vulnérable, de complètement désarmé. « Je t'aime aussi, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Mon Dieu, Rose, je t'aime tellement que ça me fait peur. » Ils s'embrassèrent, et c'était différent de tous les autres baisers. C'était une promesse, un engagement, la reconnaissance que quoi que ce soit entre eux, cela avait dépassé le point de non-retour. « Que allons-nous faire ?» demanda Rose ensuite, toujours blottie dans ses bras. « On ne peut pas continuer comme ça éternellement, à se cacher. »« Je sais, » admit Harrison, et Rose pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix. « Mais je ne suis pas prêt à te partager avec le monde. Pas encore. Je ne suis pas prêt pour les questions, les jugements, les médias, qui transformeraient ce que nous avons en quelque chose de sordide. » Alors, pour l'instant, décida Rose. Pour l'instant, c'est juste à nous. Mais tout en le disant, une partie d'elle savait que cela ne pourrait pas durer. Les secrets finissaient toujours par sortir. La vérité trouvait toujours un moyen d'émerger. Et quand cela arriverait, leur monde, ce monde parfait et protégé qu'ils avaient construit dans l'ombre, serait mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Pour l'instant, cependant, ils avaient cela. Ils avaient les rencontres volées, les conversations murmurées, les contacts secrets. Ils avaient l'amour qui avait grandi contre toute attente, dans tous les mauvais endroits, au moment impossible. Et pour l'instant, c'était suffisant. Rose évitait toujours l'allée du 22e étage. Il n'y avait pas grand-chose à y nettoyer, juste des salles d'archives et de stockage auxquelles on accédait rarement. Mais ce vendredi soir-là, sa superviseure avait été claire, il était temps de faire un nettoyage en profondeur de toutes les zones, y compris celles qui étaient normalement négligées. Il était presque 2 heures du matin quand Rose poussa le chariot de nettoyage dans le couloir silencieux. Les néons vacillaient par intermittence, créant des ombres inquiétantes sur les murs. Elle ouvrit la première salle d'archives, surprise de trouver des piles désorganisées de boîtes et de dossiers. Pour une entreprise aussi méticuleusement organisée que Blackridge Industries, cela semblait déplacé. Pendant qu'elle nettoyait, une vieille boîte tomba d'une étagère élevée, éparpillant des documents sur le sol. Rose soupira, s'agenouillant pour ramasser les papiers. Mais quand ses yeux captèrent les mots sur la première page, son cœur se glaça. Projet Aurora. Confidentiel. Fondation Blackridge. Elle aurait dû tout remettre en place. Elle aurait dû fermer la boîte et prétendre n'avoir rien vu. Mais quelque chose dans la combinaison de ces mots, Projet Aurora, réveilla un souvenir lointain,
une sensation de déjà-vu qu'elle ne parvenait pas à identifier. Les mains tremblantes, Rose ramassa d'autres documents. C'étaient des rapports médicaux, des formulaires de consentement, des graphiques et des tableaux remplis d'une terminologie technique qu'elle comprenait à peine. Mais certains mots sautaient aux yeux avec une clarté terrifiante. Enfants institutionnalisés. Tests psychologiques expérimentaux. Réponse traumatique induite. Observation longitudinale. Le sang de Rose se glaça dans ses veines. Elle continua de lire, chaque mot rendant sa respiration plus difficile. La fondation Blackridge, découvrit-elle, avait financé une série d'expériences psychologiques sur des enfants orphelins dans les années 2000 et au début des années 2010, tout cela sous le prétexte de recherche sur le développement et la résilience de l'enfant. Mais ce n'était pas de la recherche. C'était de la torture psychologique systématique. Les enfants étaient délibérément exposés à des situations de stress extrême, privés de confort émotionnel, isolés de liens affectifs, tout cela pour mesurer les limites de l'adaptation humaine. Et pire encore, tout cela se passait dans des institutions qui, pour le monde extérieur, semblaient être des orphelinats ordinaires, généreusement financés par la fondation philanthropique des Blackridge. Rose sentit la bile lui monter à la gorge. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir les papiers. Et puis elle le vit. Une liste des institutions participantes. Foyer pour enfants Sainte-Catherine, New Jersey. Le monde de Rose s'arrêta. Sainte-Catherine, l'endroit où elle avait grandi, l'endroit qui avait été sa maison de 3 à 18 ans, l'endroit dont elle se souvenait comme froid, institutionnel, où l'affection était rare et la solitude constante. Non, ça ne pouvait pas être. Avec des doigts engourdis, Rose chercha frénétiquement parmi les documents jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle redoutait le plus. Des dossiers individuels. Des profils d'enfants. Et là, dans un dossier mince au bord jauni par le temps, se trouvait son nom. Sujet 147, Rose Maria Martinez. Date de naissance, 15 mars 2002. Rose ouvrit le dossier et ce qu'elle y vit la détruisit. Il y avait des photographies d'elle enfant à 7, 8, 9 ans dans diverses situations. Certaines la montraient seule dans une pièce blanche et stérile. D'autres la capturaient à travers un miroir sans teint, clairement prise à son insu. Il y avait des notes détaillées sur son comportement, ses réactions, ses émotions. Le sujet 147 fait preuve d'une grande résilience à l'isolement après 72 heures de séparation du groupe de pairs. Montre des signes de retrait, mais pas d'effondrement émotionnel complet. Recommandons de prolonger la période de test. Rose lut ligne après ligne, chacune plus horrible que la précédente. Il l'avait isolée exprès. Il lui avait délibérément refusé l'affection. Il l'avait regardé dépérir émotionnellement, tout cela au nom de la science. Chaque moment de solitude qu'elle avait ressenti. Chaque nuit où elle avait pleuré seule. Chaque fois qu'elle avait mendié de l'attention et avait été ignorée. Rien de tout cela n'avait été accidentel. C'était délibéré, calculé, faisant partie d'une expérience. Il y avait aussi des dessins, des gribouillis d'enfants qu'elle ne se souvenait pas avoir faits. L'un montrait une petite fille seule dans une pièce vide. Un autre montrait la même fille tendant les mains vers des silhouettes sans visage qui s'éloignaient. La douleur capturée dans ces dessins d'enfants brisa quelque chose en elle. Et puis elle vit la signature sur chaque document, sur chaque rapport, sur chaque formulaire d'approbation. Richard Blackridge, président, Fondation Blackridge. Le père d'Harrison. Rose sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle s'appuya contre l'étagère, essayant désespérément de traiter ce qu'elle découvrait. L'homme qui avait financé sa torture psychologique était le père de l'homme qu'elle aimait. La famille qui avait profité de sa souffrance était la même famille dans laquelle Harrison était né. Elle attrapa d'autres documents, presque en transe. Elle découvrit que le projet Aurora avait duré près de 15 ans, impliquant des centaines d'enfants dans des dizaines d'institutions. Elle découvrit que Richard Blackridge avait personnellement supervisé le projet, y voyant un moyen de comprendre les limites de la résilience humaine, des connaissances qu'il comptait utiliser pour optimiser ses employés et créer une main-d'œuvre plus adaptable. Les enfants n'étaient pas des êtres humains pour lui. Ils étaient des données, des variables, des expériences. Rose trouva des rapports finaux, des documents montrant comment le projet avait été discrètement arrêté en 2017, lorsque les risques juridiques étaient devenus trop grands. Les dossiers avaient été cachés. Les preuves avaient été enterrées. Et les enfants, maintenant jeunes adultes, avaient été laissés seuls pour gérer les conséquences psychologiques, sans jamais connaître la vérité sur ce qui leur avait été fait. Les mains tremblantes,
Rose photographia chaque document avec son vieux téléphone, chaque page, chaque photo, chaque rapport. Son esprit était en plein chaos, mais un instinct de survie la maintenait concentrée. Elle avait besoin de ses preuves. Elle avait besoin de la preuve de ce qu'elle avait découvert. Quand elle eut terminé, il était presque 4 heures du matin. Rose remit tout dans la boîte, la repositionnant exactement comme elle l'avait trouvé. Ses gestes étaient mécaniques, automatiques. À l'intérieur, elle était anéantie. Elle quitta la salle des archives et traversa les couloirs en pilote automatique. Elle aurait dû rentrer chez elle, digérer ce qu'elle venait de découvrir avant d'agir. Mais ses pieds la portèrent vers l'ascenseur et ses doigts pressèrent le bouton du pentouse. Elle avait besoin de voir Harrison. De le regarder dans les yeux. De savoir s'il avait la moindre idée de ce que son père avait fait. De ce qu'on lui avait fait, à elle. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Rose traversa le couloir familier jusqu'à l'appartement terrasse. Elle utilisa la clé qu'Harrison lui avait donnée des semaines plus tôt, un geste de confiance qui semblait désormais chargé d'une ironie amère. Harrison était sur le canapé, travaillant sur son ordinateur portable. Il leva les yeux quand elle entra, et le sourire qui commençait à se dessiner sur son visage s'éteignit en voyant son expression. Rose. Il se leva aussitôt, refermant son ordinateur. Que s'est-il passé? Tu es toute pâle. Rose se contenta de le fixer, tentant de réconcilier l'homme en face d'elle, l'homme qu'il aimait, qui la traitait avec tendresse, qui lui donnait le sentiment d'exister et d'avoir de la valeur avec le nom qu'il portait. Blackridge. Ce même nom qui figurait sur chaque document. Ce même nom, responsable d'années de souffrance. Rose, tu me fais peur. Harrison s'approcha, tendant les mains vers elle. Parle-moi. Que s'est-il passé? Elle recula d'un pas. La douleur qui traversa son visage faillit la briser, mais elle tint bon. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et ouvrit les photos qu'elle avait prises. Connais-tu le projet Aurora? Sa voix sortit étrangement calme, presque clinique. Harrison fronça les sourcils. Le projet Aurora? Non, jamais entendu parler. Pourquoi? Rose voulait le croire. Elle voulait voir la confusion sincère dans ses yeux et savoir qu'il n'en avait aucune idée. Mais la douleur était trop vive, la trahison trop profonde. Alors laisse-moi t'en parler. Elle tendit le téléphone, montrant la première photo. Ton père a financé des expériences psychologiques sur des enfants orphelins. Ma photo est là, Harrison. Mon nom. Mon dossier complet, décrivant comment ils m'ont isolé, étudié, utilisé comme sujet de test. Harrison blêmit en prenant le téléphone, ses yeux parcourant les images avec une horreur croissante. Non, murmura-t-il. Non, ce n'est pas possible. Mon père n'aurait jamais. Il y a des centaines de documents, continua Rose, la voix commençant à se briser. Tous avec sa signature. Il savait, il a approuvé, il a tout financé. Harrison continuait de faire défiler les photos, et Rose vit le moment exact où la réalisation le frappa. Quand il vit les photos d'elle enfant, seule, effrayée. Quand il lut les notes cliniques décrivant sa souffrance comme de simples données. Quand il vit son propre nom de famille souillant chaque page. Rose. Il leva les yeux, ils étaient embués de larmes. Rose, je te jure que je ne savais pas. Je le jure sur tout ce qui est sacré, je n'ai jamais. Mais tu savais quel genre d'homme il était, l'interrompit Rose, et maintenant des larmes coulaient aussi sur son visage. Tu as toujours su qu'il était capable de choses horribles. Oui, mais ça. Harrison semblait physiquement malade. C'est monstrueux. Des enfants, Rose. Il a fait ça à des enfants. Il m'a fait ça à moi, murmura Rose, et finalement, le barrage céda. Des sanglots secouèrent son corps, des années de douleur refoulées trouvant enfin une issue. Chaque fois que je me sentais seul, chaque fois que je suppliais pour de l'affection et qu'on m'ignorait, chaque nuit où je pleurais dans le noir. Tout était planifié. Je n'étais pas une enfant pour eux. J'étais le sujet 147. Harrison tenta de l'atteindre, mais Rose recula à nouveau. Non, dit-elle en levant les mains. Ne me touche pas. Pas maintenant. J'ai besoin de réfléchir, de digérer tout ça. Rose, je t'en prie. Sa voix était brisée. Ne me quitte pas. Nous allons surmonter ça ensemble. Ensemble? Rose eut un rire amer.
Comment être ensemble quand ta famille a détruit mon enfance? Quand l'argent qui paie pour tout ce qui nous entoure ici a été bâti sur la souffrance d'enfants comme moi. Ce n'est pas mon argent qui compte ici. C'est nous. Ce que nous sommes ensemble. Et que sommes-nous, Harrison? Demanda Rose, la voix vide. Une femme de ménage orpheline et l'héritier d'un empire construit sur sa misère? On dirait un conte de fées particulièrement sordide. Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Je vais tout détruire, dit Harrison, la voix chargée d'une détermination féroce. La fondation, les archives, tout ce que mon père a construit. Je révélerai chaque secret, je réparerai chaque tort. Rose, je t'en prie, donne-moi juste une chance d'arranger ça. Rose se retourna, voyant l'homme qu'elle aimait complètement anéanti, et sentit son propre cœur se fendre. Certaines choses ne peuvent pas être arrangées, Harrison, murmura-t-elle. Certaines choses se brisent, c'est tout. Puis elle partit, le laissant seul avec le poids de vérité qui allait détruire tout ce qu'ils avaient construit. L'amour était toujours là. Rose le sentait, fort et douloureux dans sa poitrine. Mais maintenant, il y avait autre chose. Il y avait la colère, la trahison, une peine qui dépassait les mots. Et elle ne savait pas si l'amour suffirait à surmonter tout cela. Rose ne retourna pas aux Penthouse pendant 3 jours. 3 jours qui semblèrent durer 3 ans, où chaque minute s'étirait en une éternité de douleur. Elle appela le travail, se disant malade, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Elle était malade. Malade de cœur, malade dans son âme, malade dans tout ce qui faisait d'elle ce qu'elle était. Enfermée dans son minuscule appartement de Brooklyn, Rose passa des heures à examiner obsessionnellement les documents qu'elle avait photographiés. Chaque lecture révélait de nouvelles horreurs, de nouvelles couches de cruauté calculées. Elle découvrit qu'il y avait d'autres enfants, d'autres victimes dont elle reconnut les noms. Tommy, qui avait partagé la chambre voisine de la sienne pendant 2 ans avant d'être transféré. Maya, qui pleurait chaque nuit. David, qui avait développé un tic nerveux qu'il n'avait jamais pu contrôler. Ils faisaient tous partie de l'expérience. Ils étaient tous des numéros dans des rapports. Ils avaient tous été utilisés et jetés au nom de la science et du profit. Rose découvrit aussi quelque chose qui la mit encore plus en colère. Après l'arrêt du projet Aurora, la fondation Blackridge avait continué à financer les institutions, mais cette fois à titre caritatif. Richard Blackridge avait transformé son expérience grotesque en une opération de relations publiques positives, saluée par les médias comme un philanthrope généreux qui se souciait des enfants défavorisés. C'était nauséabond. C'était diabolique. Et Rose ne pouvait pas laisser passer ça. Mais il y avait Harrison. Mon Dieu, il y avait Harrison. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les messages s'accumulaient, tous plus désespérés les uns que les autres. Rose, réponds-moi, je t'en prie. J'ai besoin de te voir. De savoir que tu vas bien. J'enquête sur tout. Tu avais raison. Surtout. S'il te plaît, ne me rejette pas. Pas maintenant. Je t'aime. Ça n'a pas changé. Ça ne changera jamais. Chaque message était un couteau dans son cœur. Rose voulait répondre, voulait courir le retrouver, le laisser la serrer dans ses bras et lui promettre que tout irait bien. Mais elle ne pouvait pas. Pas avant d'avoir compris ce qu'elle ressentait vraiment. Pas avant d'avoir décidé si l'amour suffisait à combler le gouffre qui s'était ouvert entre eux. Au matin du 4e jour, Rose prit enfin une décision. Elle s'habilla avec soin. Pas son uniforme de travail, mais ses propres vêtements. Un jean sombre, un chemisier simple, le manteau qu'elle avait acheté en solde des mois auparavant. Elle attacha ses cheveux, se regarda dans le miroir et vit quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas complètement. La fille invisible avait disparu. À sa place se tenait une femme avec le feu dans les yeux et une détermination dans chaque ligne de son visage. Elle prit le métro pour Manhattan, mais cette fois, elle n'alla pas chez Blackridge Industries. Elle se rendit dans un petit café à 3 pâtés de maison du gratte-ciel et envoya un message à Harrison. Café au coin de Lexington et la 52e, 13h. Viens seul. La réponse arriva en quelques secondes. J'y serai. Rose arriva avec 15 minutes d'avance, choisissant une table dans un coin où il pourrait parler avec une relative intimité. Elle commanda un café qu'elle n'avait aucune intention de boire et attendit, le cœur battant de manière erratique, ses mains moites malgré le froid d'octobre. Harrison arriva à l'heure exacte. Rose le vit entrer, ses yeux la cherchant immédiatement.
Quand leurs regards se croisèrent, elle vit le soulagement transformer son visage, rapidement suivi par l'inquiétude en remarquant son expression fermée. Il avait une mine affreuse. Des cernes profonds sous les yeux, une barbe de plusieurs jours. Ses vêtements, toujours impeccables, étaient froissés, comme s'il avait dormi avec ou n'avait pas dormi du tout. Harrison s'approcha lentement, comme s'il avait peur de la faire fuir. Il s'assit en face d'elle, les mains sur la table, se retenant visiblement de l'atteindre. Rose. Sa voix était rauque, chargée d'émotion. Dieu merci, tu vas bien. Je vais bien, mentit Rose, car elle était loin d'aller bien. Il fallait qu'on parle. Oui, c'est vrai. Harrison acquiesça, puis, sans préambule, il commença. J'ai passé les 3 derniers jours à enquêter. J'ai engagé des détectives privés, piraté les systèmes de la Fondation, fouillé chaque dossier que j'ai pu trouver. Rose. C'est pire que ce que tu as découvert. Rose sentit son estomac se nouer. Pire comment? Le projet Aurora n'était pas la seule chose, dit Harrison, la voix tendue par une colère contenue. Mon père a d'autres projets, d'autres expériences. Dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les communautés défavorisées. Tous déguisés en recherche ou en charité, mais tous exploitant des personnes vulnérables. Mon Dieu, murmura Rose, horrifiée. Il a bâti un empire sur la souffrance humaine, continua Harrison, et Rose pouvait voir la douleur brute dans ses yeux. Et j'ai aidé. Pas directement, mais j'ai travaillé pour l'entreprise, utilisé l'argent, j'en ai profité sans jamais me poser de questions. Tu ne savais pas, dit Rose, bien qu'une partie d'elle luttait encore contre la colère. Mais j'aurais dû savoir, insista Harrison. J'aurais dû poser des questions, j'aurais dû enquêter. Mais c'était plus facile de croire que l'argent était propre, que l'empire était légitime. Le silence s'installa entre eux. Rose remua son café froid, essayant d'organiser ses pensées qui ressemblaient à un tourbillon chaotique. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle finalement. Harrison la regarda droit dans les yeux. « Je vais tout détruire. La fondation, les projets secrets, toute la pourriture que mon père a cachée. Je vais exposer publiquement tous les crimes et m'assurer que chaque victime soit dédommagée. Ton père ne te laissera pas faire, souligna Rose. Je sais. Harrison acquiesça, quelque chose de dangereux brillant dans ses yeux. Il va me déshériter. Il va me renvoyer de l'entreprise. Il utilisera tout son pouvoir pour m'écraser. Mais je m'en fiche. Il y a des choses plus importantes que l'argent ou le pouvoir. Comme quoi, demanda Rose, bien qu'elle connaisse la réponse. Comme toi, dit Harrison simplement. Comme faire ce qui est juste. Comme ne pas être l'homme qu'il veut que je sois. Rose sentit des larmes lui brûler les yeux. Harrison, je t'aime, Rose, dit-il, la voix ferme malgré l'émotion. Et je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je comprends si me regarder ne fait que te rappeler tout ce qu'on t'a fait. Mais j'ai besoin que tu saches que je vais me battre. Je vais me battre pour te mériter, pour réparer ce que mon père a brisé, pour être l'homme que tu mérites. Une larme roula sur la joue de Rose. Je t'aime aussi, admit-elle, et elle vit le soulagement transformer son visage. Mais Harrison, l'amour ne suffit pas. Pas quand il y a tant de choses entre nous. Pas quand te regarder me rappelle tout ce que j'ai perdu. Alors laisse-moi te donner quelque chose de nouveau. Harrison avança sa main sur la table, s'arrêtant à quelques centimètres de la sienne, attendant la permission. Laisse-moi te donner des souvenirs qui ne sont pas souillés par ce qu'il a fait. Laisse-moi te donner un avenir qui n'a rien à voir avec le passé. Rose regarda sa main, si proche mais sans la toucher. C'était une métaphore parfaite de là où ils en étaient. Si proche de se reconnecter, mais avec un gouffre toujours entre eux. J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. J'ai besoin de digérer tout ça. J'ai besoin de savoir qui je suis, maintenant que je connais la vérité. De combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas, répondit Rose honnêtement. Harrison hocha la tête, et Rose y vit de l'acceptation, même si cela le déchirait visiblement. Alors j'attendrai, dit-il. Un jour, une semaine, un mois, un an. J'attendrai, Rose. Et pendant ce temps, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour détruire son héritage et construire quelque chose de meilleur. Pourquoi, demanda Rose. Pourquoi tout risquer? Parce que tu m'as donné envie d'être meilleur,
répondit Harrison, et il y avait une vérité absolue dans ces mots. Parce que pour la première fois de ma vie, je me soucie de quelque chose au-delà de l'Empire. Je me soucie de la justice. Je me soucie des gens qui ont été blessés. Je me soucie de toi. Rose laissa finalement sa main franchir la distance, ses doigts effleurant légèrement les siens. C'était le plus petit des contacts, mais il envoya une vague de chaleur à travers tout son corps. « Je veux croire en toi, murmura-t-elle. Je veux croire que nous pouvons surmonter ça. » Alors croisi, Harrison entrelaça ses doigts avec les siens, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. « Crois en nous. Crois que l'amour peut être plus fort que le passé. » Rose n'avait pas de réponse. Elle n'avait que des doutes, des peurs, et un amour si profond qu'il en était douloureux. Mais quand elle plongea son regard dans celui d'Harrison et y vit sa détermination, sa sincérité, son amour inconditionnel, quelque chose en elle céda légèrement. « D'accord, dit-elle. D'accord. Mais nous irons doucement. Et tu devras me prouver que ce ne sont pas juste des mots. » « Je le prouverai, promit Harrison. Chaque jour, de toutes les manières possibles, je te prouverai que je mérite ta confiance. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, les mains entrelacées sur la table d'un café ordinaire, deux mondes impossibles essayant de trouver un moyen de coexister. La route à venir serait difficile. Il y aurait plus de douleurs, plus de découvertes, plus de batailles. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé ces documents, Rose ressentit quelque chose au-delà du désespoir. Elle ressentit de l'espoir. Et peut-être, juste peut-être, l'espoir était-il suffisant pour commencer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la conversation au café. 2 semaines durant lesquelles Harrison avait tenu parole d'une manière que Rose n'aurait jamais imaginée. Il n'avait pas seulement enquêté. Il avait agi. Et les conséquences furent sismiques. Rose suivait tout à travers les informations. D'abord, il y eut les fuites dans la presse. Des documents confidentiels commencèrent à apparaître dans les grands journaux, révélant les expériences du projet Aurora. Puis vinrent les interviews. Harrison, mettant sa réputation et son nom en jeu, confirmant tout publiquement et dénonçant son propre père. Richard Blackridge est un monstre, avait-il déclaré lors d'une interview en direct, et j'ai passé toute ma vie aveugle à cela. Mais plus maintenant. Je ne protégerai pas un homme qui a détruit des vies innocentes au nom du profit. Les médias s'emballèrent. Blackridge Industries entra en chute libre, les actions plongèrent, les partenaires commerciaux prirent la fuite, et Richard Blackridge, le titan des affaires intouchables, se retrouva soudainement sous le coup d'une enquête fédérale. Rose observait tout cela depuis son appartement, le cœur brisé pour Harrison, tout en se sentant étrangement fier de lui. Il était en train de tout perdre, et il le faisait pour elle, pour la justice, pour être la personne qu'il voulait être. Mais la vengeance de Richard fut rapide et brutale. Rose était chez elle quand Harrison se présenta à sa porte. Il était presque minuit et la pluie tombait à verse. Quand elle ouvrit, il était trempé, une valise à la main, les yeux vides d'une manière qui l'effraya. « Harrison ?» Rose le tira à l'intérieur. Que s'est-il passé? Il resta là, immobile, dégoulinant sur le sol usé de son appartement, l'air complètement perdu. Rose ferma la porte et prit son visage entre ses mains. « Regarde-moi. » Que s'est-il passé? Il m'a déshérité, dit Harrison, la voix étrangement calme. Formellement, légalement. J'ai été retiré du testament, coupé de tous les fonds, renvoyé de l'entreprise. Tout ce qui était à moi appartient désormais à lui, ou à la société. Sauf ce qu'il y a dans cette valise. Rose regarda la petite valise, assimilant ce qu'il disait. Tout. Harrison avait tout perdu. Où étais-tu? J'essayais de trouver un hôtel. Il eut un rire amer. J'ai découvert que lorsque votre père est Richard Blackridge et que vous l'avez trahi publiquement, aucun hôtel à Manhattan ne veut de vous. L'argent peut acheter la loyauté, et il en a bien plus que moi maintenant. Oh, Harrison. Rose sentit des larmes lui brûler les yeux. Non. Il lui prit les mains, se concentrant enfin vraiment sur elle. N'aie pas pitié de moi. J'ai choisi ça. Je t'ai choisi. J'ai choisi de faire ce qui est juste. Et je le referai sans hésiter. Mais tu as tout perdu. Je n'ai pas tout perdu. Harrison l'attira plus près. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu un nom qui ne m'a jamais vraiment appartenu. J'ai perdu un empire bâti sur des mensonges et de la souffrance.
Mais je ne t'ai pas perdu, toi. Je n'ai pas perdu mon intégrité. Je n'ai pas perdu qui je suis quand je me regarde dans le miroir. Rose le serra fort contre elle, le sentant trembler, de froid ou d'émotion, elle ne savait pas. Tu peux rester ici, dit-elle. Ce n'est pas grand-chose, mais... C'est parfait, l'interrompit Harrison, regardant autour de lui le petit appartement. Le salon qui servait aussi de cuisine. La porte de la chambre à peine fermée, révélant un lit une place. Les murs écaillés que Rose avait tenté de couvrir avec des affiches bon marché. C'est l'endroit le plus honnête où j'ai jamais été. Cette nuit-là, Rose prépara du thé pendant qu'Harrison prenait une douche chaude. Elle lui donna des vêtements secs, un vieux sweatshirt trop grand pour elle, mais trop petit pour lui, et le regarda s'envelopper dans la seule couverture supplémentaire qu'elle possédait, assis sur le canapé usé. « Est-ce que tu vas vraiment bien ?» demanda Rose, s'asseyant à côté de lui. Harrison resta silencieux un long moment avant de répondre. Ce matin, je me suis réveillé dans un lit king size dans un penthouse de Manhattan. J'avais une carte de crédit sans limite, un chauffeur qui m'attendait, et le pouvoir de changer des vies d'un simple coup de fil. Il la regarda, et il y avait quelque chose dans ses yeux que Rose n'avait jamais vu auparavant. La paix. Ce soir, je suis assis sur un canapé qui a connu des jours meilleurs, portant des vêtements empruntés, ne sachant pas exactement comment je vais payer ma nourriture demain. Et tu sais ce qui est drôle? Quoi? Je ne me suis jamais senti aussi libre. Harrison eut un rire sincère. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas le poids du nom Blackridge sur les épaules. Je n'ai pas à être l'héritier froid et calculateur. Je peux juste être. Rose sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Il était là, ayant tout perdu, et il y trouvait encore un soulagement. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » admit Harrison. « Recommencer à zéro, je suppose. Trouver un travail, un vrai travail. Pas un poste fictif parce que je m'appelle Blackridge. Construire quelque chose à moi, sans argent sale pour le financer. Et ta mère? Elle sait? » Un muscle se tendit dans la mâchoire d'Harrison. Ma mère a choisi mon père, comme toujours. Elle m'a dit que j'étais stupide, que j'avais jeté mon avenir pour. Il s'arrêta, regardant Rose. Une obsession passagère, c'est comme ça qu'elle t'a appelé. Rose sentit la piqûre de la douleur, mais ne fut pas surprise. Je lui ai dit que tu n'étais pas une obsession, continua Harrison. J'ai dit que tu étais la seule chose réelle dans ma vie, et que si elle ne pouvait pas le voir, alors elle était aussi perdue que mon père. Tu lui as vraiment dit ça? Je l'ai fait. Juste avant qu'elle me demande de quitter la maison qui, techniquement, n'était plus la mienne. Harrison haussa les épaules, mais Rose pouvait voir la douleur cachée derrière cette apparente indifférence. Impulsivement, Rose se rapprocha et l'embrassa. C'était le premier baiser qu'ils échangeaient depuis qu'elle avait découvert la vérité, et il était différent de tous les autres. Ce n'était pas une question de passion ou de désir. C'était une question de réconfort. C'était le fait d'être ensemble dans le chaos. C'était l'amour qui choisissait de rester même quand tout s'effondrait. Quand ils se séparèrent, Harrison posa son front contre le sien. « Je t'aime, Rose Martinez, » murmura-t-il, « et je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a une histoire entre nous qui ne peut pas être effacée. Mais je te choisis. Chaque jour, de toutes les manières possibles, je te choisis. »« Je t'aime aussi, » répondit Rose, et cette fois, il n'y avait aucune hésitation. « Et je te choisis aussi. » Cette nuit-là, ils dormirent ensemble dans le lit une place de Rose, à l'étroit, inconfortablement, mais ensemble. Harrison la serrait contre lui comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'était effondré, et Rose s'autorisa à être son port d'attache, tout comme il avait été le sien. Les jours suivants, la réalité de leur nouvelle situation s'installa. Harrison découvrit que le marché du travail n'était pas très accueillant pour quelqu'un qui avait publiquement trahi sa famille multimilliardaire. Les portes se fermaient, les entretiens étaient annulés. Le nom Blackridge, qui autrefois ouvrait toutes les voies, désormais les bloquait point, mais Harrison ne baissa pas les bras. Il accepta un emploi dans un café, servant des cafés, nettoyant les tables, accomplissant des tâches qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Le salaire était le SMIC, mais il travaillait avec dignité, apprenant l'humilité d'une manière que des années de privilèges ne lui avaient jamais enseignée. Rose l'observait s'adapter, se transformer.
L'homme qui avait porté des costumes à 3000 $ portait désormais des jeans usés et un t-shirt au logo du café. L'homme qui avait conclu des contrats à plusieurs millions de dollars souriait maintenant aux clients et acceptait des pourboires de quelques centimes avec une gratitude sincère. Un soir, Rose rentra du travail et trouva Harrison en train de cuisiner ou du moins d'essayer sur la minuscule cuisinière de l'appartement. La cuisine était sens dessus dessous. De la fumée s'échappait d'une poêle et il était couvert de farine. « Qu'est-ce que tu fabriques » demanda Rose, essayant de ne pas rire. « Le dîner » annonça fièrement Harrison. « Ou ce qui devrait être le dîner. Je crois que j'ai assassiné le poulet. » Rose éclata de rire, son premier vrai rire depuis que tout s'était effondré. Harrison se joignit à elle, et bientôt il riait aux larmes, entouré par le désordre, la nourriture brûlée et l'absurdité totale de la situation. « On est un désastre, » dit Rose quand elle reprit enfin son souffle. « Le meilleur genre de désastre, » acquiesça Harrison, la serrant dans ses bras. « Nous sommes un désastre ensemble. » Et là, dans ce minuscule appartement de Brooklyn, au milieu de la nourriture brûlée et d'un avenir incertain, Rose et Harrison trouvèrent quelque chose qu'aucun d'eux n'avait connu auparavant. Ils avaient trouvé un foyer. Pas un lieu, mais l'un en l'autre. Le monde extérieur était toujours en chaos. Richard Blackridge contestait les accusations, utilisant tout son pouvoir pour étouffer la vérité. Les médias restaient obsédés par l'histoire de l'héritier qui avait trahi son empire, et des batailles difficiles les attendaient. Légales, émotionnelles, personnelles. Mais ce soir-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'ils étaient ensemble. Qu'ils avaient choisi l'amour plutôt que la commodité, la vérité plutôt que le pouvoir, l'un l'autre avant tout le reste. Et cela, réalisa Rose en se blottissant dans les bras d'Harrison, était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout. Le jour de la confrontation finale arriva 3 semaines plus tard. Harrison avait reçu une convocation officielle pour une réunion extraordinaire du conseil d'administration de Blackridge Industries. Techniquement, il n'avait plus le droit d'y être, mais la convocation précisait que sa présence était « fortement recommandée », ce qui, en langage d'entreprise, signifiait obligatoire. Rose lui tint les mains ce matin-là pendant qu'il s'habillait. Il avait acheté un costume dans une friperie. Rien de comparable à ce qu'il portait avant, mais propre et présentable. Ses mains tremblaient en ajustant sa cravate. « Tu n'es pas obligé d'y aller, » dit Rose pour la 10e fois. « Tu ne leur dois rien. » « Je sais », Harrison se tourna vers elle. « Mais j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de le regarder dans les yeux et de dire tout ce qui doit être dit. Pas pour lui. Pour moi. Pour tourner la page. Alors je viens avec toi. » Rose, non. C'est dangereux. Mon père. Je viens avec toi, répéta Rose avec une détermination qui ne laissait place à aucune discussion. Tu as été à mes côtés pendant tout ça. C'est à mon tour d'être au tien. Harrison l'attira dans un baiser profond, chargé de gratitude et d'amour. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter ? Tu as choisi de faire ce qui était juste, répondit Rose simplement, même quand cela t'a tout coûté. Ils arrivèrent au bâtiment de Blackridge Industries à 2 heures de l'après-midi. Rose n'y était pas retournée depuis la nuit où elle avait découvert les documents, et y entrer à nouveau provoqua une vague de souvenirs contradictoires. Tant de nuits passées à nettoyer ces couloirs, invisibles aux yeux de tous. Et maintenant, elle traversait le hall, main dans la main avec l'homme qui avait possédé tout cela. Les gardes de sécurité les regardèrent avec un mélange de surprise et de gêne, mais les laissèrent passer. L'ascenseur monta en silence jusqu'au 40e étage, la salle de conférence de la direction. Harrison serrait la main de Rose plus fort à chaque étage. Quand les portes s'ouvrirent, ils furent accueillis par un assistant blême qui les guida vers la grande salle de conférence. Les doubles portes en acajou s'ouvrirent, révélant une longue table entourée de cadres en costume coûteux. Et au bout, tel un roi sur son trône, siégeait Richard Blackridge. Rose le voyait en personne pour la première fois, et son estomac se noua. C'était une version plus âgée, plus dure d'Harrison. Le même port de tête, la même présence imposante, mais avec des yeux froids comme la glace et une bouche plissée par un dédain permanent. Les yeux de Richard se posèrent d'abord sur Harrison, puis glissèrent vers Rose. Le mépris dans son regard fut comme une gifle. « C'est donc elle, » dit Richard, la voix chargée de condescendance. « La raison pour laquelle mon fils a trahi sa propre famille. Une femme de ménage. Comme c'est charmant. Surveillez ce que vous dites.
La voix d'Harrison était basse, dangereuse. Vous m'avez peut-être tout pris, mais je ne tolérerai pas que vous lui manquiez de respect. Richard eut un rire bref et sans joie. Tolérer? Mon garçon, tu n'es en position de tolérer ou de ne pas tolérer quoi que ce soit. Tu n'es rien. Un homme déshérité. Un traître. Et pourtant tu oses te montrer ici. Vous m'avez convoqué, lui rappela Harrison, entraînant Rose dans la pièce et refermant les portes derrière eux. Les cadres autour de la table semblaient profondément mal à l'aise, mais personne ne bougea. Je t'ai convoqué pour te donner une dernière chance. Richard se leva, dominant la pièce de sa présence. Une chance de te racheter. De revenir dans la famille. D'annuler les dégâts que tu as causés. Et quel est le prix? Demanda Harrison, bien qu'il connaisse manifestement déjà la réponse. Tu te rétractes publiquement sur toutes les accusations. Tu admets que tu étais émotionnellement instable, que tu as été manipulé. Les yeux de Richard glissèrent vers Rose avec mépris. Tu mets fin à cette liaison inappropriée et tu reprends ta place dans l'entreprise. Sous mes ordres, bien sûr. Jusqu'à ce que tu prouves qu'on peut à nouveau te faire confiance. Le silence tomba dans la pièce. Rose sentit tous les regards fixés sur eux, attendant. Son cœur battait à tout rompre, et pendant un instant fou, elle craignit qu'Harrison n'envisage sérieusement l'offre. Il avait tant perdu. Il serait si facile de revenir en arrière, de récupérer sa vie de privilège. Mais Harrison se mit à rire. C'était un son franc, presque joyeux, qui résonna dans la salle tendue. « Vous ne comprenez vraiment rien, n'est-ce pas » dit-il en secouant la tête avec un étonnement incrédule. « Vous croyez vraiment que tout a un prix? Que tout le monde s'achète? » « Tout a un prix, » affirma Richard. « Et tout le monde s'achète. C'est juste une question de trouver le bon montant. Alors vous n'avez rien appris. » Harrison fit un pas en avant, lâchant la main de Rose mais restant à ses côtés. « Laissez-moi être parfaitement clair, père. Je ne me rétracte en rien. Chaque mot que j'ai dit était vrai. Chaque document que j'ai divulgué était légitime. Vous avez torturé des enfants. Vous avez fait des expériences sur des êtres humains vulnérables. Vous avez bâti votre empire sur la souffrance et la mort. J'ai bâti un héritage, rugit Richard, perdant enfin son contrôle. J'ai créé quelque chose qui durerait des générations. Et tu es en train de tout détruire. Pourquoi? Pour une fille qui ne se souviendra probablement même pas de toi dans 5 ans? Non, répondit calmement Harrison. Je détruis cela parce que c'est la bonne chose à faire. Et quant à Rose, ce n'est pas une fille. C'est la femme que j'aime. La femme qui m'a donné envie d'être meilleure que vous. La femme qui m'a montré qu'il y a des choses plus importantes que le pouvoir et l'argent. Comme quoi? L'amour? Richard cracha presque le mot. L'amour est une illusion, mon garçon. Une faiblesse que les gens ordinaires utilisent pour justifier leur vie médiocre. Alors je choisis d'être ordinaire, dit Harrison, et il y avait une libération dans sa voix. Je choisis l'amour. Je choisis Rose. Je choisis d'être le genre d'homme qui peut dormir la nuit sans faire de cauchemars sur les gens qu'il a détruits. Richard devint dangereusement silencieux. Quand il reprit la parole, sa voix était glaciale. Alors tu ne me laisses pas le choix. Il fit un geste à quelqu'un derrière Harrison et Rose. Sécurité, veuillez escorter mon ancien fils hors du bâtiment. Il n'est plus le bienvenu ici. Mais Harrison ne bougea pas. Au lieu de cela, il sortit une enveloppe de la poche intérieure de son costume et la jeta sur la table. Avant de partir, il y a quelque chose que vous devez voir. Richard prit l'enveloppe avec méfiance, l'ouvrit et en retira les documents. Rose observa son expression passer du dédain à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur. Qu'est-ce que c'est? Des copies de tout, expliqua Harrison. Chaque document du projet Aurora. Chaque expérience secrète, chaque pot de vin, chaque paiement illégal. Tout ce que vous avez caché pendant des décennies. Et ces copies sont déjà aux mains du FBI, de la SEC et de 3 grands journaux, avec ordre de publier si quoi que ce soit m'arrive, à moi ou à Rose. Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait, l'interrompit Harrison. C'est déjà fait. La seule question maintenant est de savoir si vous allez admettre vos crimes ou forcer une enquête complète qui vous détruira non seulement vous, mais aussi tous ceux dans cette pièce qui savaient et n'ont rien fait. Rose regarda autour de la table et vit la panique dans les yeux des cadres.
De toute évidence, certains en savaient plus qu'ils n'auraient dû. Vous avez le choix, dit Harrison en s'adressant au conseil. Vous pouvez rester avec lui et couler ensemble, ou vous pouvez faire ce qui est juste et coopérer avec les autorités. Parce que cela va se terminer, d'une manière ou d'une autre. La seule question est de savoir combien d'entre vous seront entraînés dans sa chute. Tu as trahi ta propre famille, hurla Richard, perdant enfin complètement contenance. Ton propre sang. Non, dit calmement Harrison. Vous avez trahi toutes les valeurs qu'une famille devrait représenter. Vous avez trahi la décence humaine la plus élémentaire. Et je ne porterai pas votre nom de famille comme un manteau de honte pour le reste de ma vie. Il se tourna pour partir, prenant la main de Rose, mais la voix de Richard les arrêta. Si tu franchis cette porte, tu es mort pour moi. Mort pour cette famille. Tu n'auras rien. Personne. Tu mourras pauvre et oublié. Harrison se retourna une dernière fois. Je préfère mourir pauvre avec mon intégrité intacte que vivre riche avec du sang sur les mains. Il marqua une pause. Et quant à n'avoir personne, vous avez tort. J'ai Rose. J'ai l'amour. J'ai la conscience tranquille. Et c'est infiniment plus que ce que vous n'aurez jamais. Et puis ils partirent, laissant Richard Blackridge seul dans sa salle de conférence, entouré de cadres nerveux et d'un empire chancelant. Les portes en acajou se refermèrent derrière eux avec un son final, comme la fermeture d'un chapitre. Dans l'ascenseur qui descendait, Rose serra Harrison contre elle alors qu'il laissait enfin la tension quitter son corps. Il tremblait contre elle, des années de colère, de douleur et de déception trouvant enfin une issue. « C'est fini » murmura-t-il. « C'est vraiment fini. » Oui. Rose l'embrassa sur le visage, le cou, les lèvres. Et maintenant, quelque chose de nouveau commence. Quelque chose de meilleur. Quelque chose à nous. Quand ils sortirent du bâtiment sous le soleil d'automne, aucun d'eux ne se retourna. Il n'y en avait pas besoin. Le passé était enfin, vraiment, derrière eux. L'avenir, incertain, effrayant, mais plein de possibilités, les attendait. L'accalmie dura exactement 15 jours. 15 jours pendant lesquels Harrison et Rose commencèrent à construire quelque chose de nouveau. Une vie simple, mais honnête. Harrison avait trouvé un meilleur emploi dans un petit cabinet de conseil qui valorisait le talent plutôt que les noms de famille. Rose continuait de travailler, mais désormais la tête haute, sachant que son histoire était enfin entendue. Les victimes du projet Aurora se rassemblaient, formant un recours collectif. La justice, lente mais inexorable, rattrapait enfin Richard Blackridge. Mais les hommes comme Richard Blackridge ne tombent pas en silence. Ce fut un jeudi soir que tout bascula. Rose était à l'appartement, préparant le dîner. Elle avait enfin appris à Harrison à cuire des pâtes sans les brûler. C'est alors qu'elle reçut un message de sa part. « Je dois récupérer des documents au bureau. De retour dans 1 heure. Je t'aime. » Rose sourit, lui renvoyant des cœurs. Elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Le bureau du cabinet de conseil était dans un quartier sûr, et Harrison faisait ce trajet tous les jours. Mais 1 heure passa. Puis 2. Le téléphone de Rose sonna. Mais ce n'était pas Harrison. C'était un numéro inconnu. Allô? Mademoiselle Martinez. La voix était formelle, contrôlée. Ici l'hôpital Mount Sinai. Vous êtes listé comme contact d'urgence pour Harrison Blackridge. Le monde de Rose s'arrêta. Le téléphone manqua de lui tomber des mains. Qu'est-il arrivé? Est-ce qu'il va bien? S'il vous plaît, venez à l'hôpital immédiatement. Service de traumatologie, 2e étage. L'appel prit fin. Rose ne se souvient pas d'avoir quitté l'appartement, pris le métro, couru dans les rues de Manhattan. Tout était un brouillard de panique et de terreur. Tout ce qu'elle pouvait penser était, pourvu qu'il aille bien, s'il vous plaît, pourvu qu'il aille bien. Quand elle arriva à l'hôpital, une infirmière l'emmena dans une salle d'attente privée. Un médecin entra quelques minutes plus tard, l'expression grave. Mademoiselle Martinez, je suis le docteur Chen. Monsieur Blackridge a été amené il y a environ 1 heure, blessé par balle à la poitrine. Rose sentit le sol se dérober sous ses pieds. Blessé par balle. Les mots n'avaient pas de sens. Comment? Que s'est-il passé? La police enquête, dit le médecin avec précaution. Mais d'après ce que nous comprenons, il a été attaqué près de son bureau.
quelqu'un lui a tiré dessus à bout portant. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda Rose, sa voix n'étant qu'un murmure étranglé. « Dites-moi qu'il va s'en sortir. » Le docteur Chen hésita, et dans cette hésitation, Rose vit la vérité. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. » La balle a perforé son poumon et s'est logée dangereusement près de son cœur. Il est en chirurgie actuellement. Les prochaines heures sont critiques. Rose s'effondra sur une chaise, tout l'air quittant ses poumons. Cela ne pouvait pas arriver. Pas après tout ce qu'ils avaient surmonté. Pas alors qu'ils construisaient enfin quelque chose de bien. « Je peux le voir ?» demanda-t-elle, les larmes coulant déjà sur son visage. « Dès qu'il sortira de chirurgie. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. » Attendre. Rose détestait ce mot, mais elle n'avait pas le choix. Les heures s'écoulèrent. Rose resta assise dans la salle d'attente froide et stérile, les mains tremblantes, l'esprit pris dans un cycle infini de terreur et de prière. Elle n'était même pas croyante, mais elle se surprit à négocier avec Dieu, avec l'univers, avec n'importe quelle force qui pouvait l'entendre. « S'il vous plaît, laissez-le vivre. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. » Vers minuit, 2 inspecteurs arrivèrent. Ils posèrent des questions. Où Harrison avait-il été? Qui pourrait lui en vouloir? Avait-elle remarqué quelqu'un les suivant? Rose répondit machinalement, mais une question lui brûlait l'esprit. « Est-ce Richard Blackridge ?» demanda-t-elle brusquement. « Est-ce son père ?» Les inspecteurs échangèrent un regard. « Nous ne pouvons pas discuter des suspects actifs dans une enquête en cours, » dit l'un d'eux diplomatiquement. « Mais je peux dire que nous explorons toutes les pistes. » Ce qui signifiait essentiellement « oui ». Rose sentit la colère brûler à travers la peur. Richard avait fait ça. Il avait essayé de tuer son propre fils. Parce qu'Harrison avait osé le défier, l'exposer, choisir l'amour plutôt que le pouvoir. À 3 heures du matin, le docteur Chen réapparut enfin. Rose se leva d'un bond, essayant de déchiffrer son expression. « L'opération est terminée, dit-il, et Rose vit l'épuisement dans ses yeux. Nous avons pu retirer la balle et réparer les dégâts au poumon. Mais c'était très juste. Il a perdu beaucoup de sang. Les prochaines 24 heures nous diront s'il va se rétablir complètement. Mais il est vivant », Rose avait besoin d'entendre ces mots. Il est vivant. Et il se bat. C'est un homme fort, mademoiselle Martinez. Je peux le voir maintenant? Le médecin hocha la tête. 5 minutes. Il est sous sédatif, mais vous pouvez être avec lui brièvement. Rose fut conduite à travers les soins intensifs, un labyrinthe de machines émettant des bips et de lumières clignotantes. Et puis elle le vit. Harrison était allongé dans un lit d'hôpital, pâle comme un linge, des tubes et des fils connectés à chaque partie de son corps. Une machine respirait pour lui, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme mécanique. Il avait l'air petit, vulnérable, si différent de l'homme confiant qu'elle connaissait. Rose s'approcha du lit, les jambes tremblantes. Elle prit sa main aussi froide et la serra de toutes ses forces. « Harrison. » Sa voix se brisa. « Harrison, tu dois te battre. Tu dois me revenir. On avait des projets, tu te souviens? On allait reconstruire. On allait créer quelque chose de beau à partir des cendres. Tu ne peux pas me laisser maintenant. Pas comme ça. » Il ne bougeait pas, ne réagissait pas. Il continuait juste de respirer grâce à la machine, chaque souffle étant une bataille. « Je t'aime », murmura Rose en se penchant pour embrasser son front froid. « Je t'aime tellement. Et tu dois vivre, tu comprends? Tu dois vivre parce que sans toi. Sans toi, je ne sais pas qui je suis. Tu m'as fait me sentir vue, réelle, aimée. Et je ne suis pas prête à laisser partir ça. » Les larmes coulaient librement maintenant, dégoulinant sur son visage, sur leurs mains enlacées. « Tu es fort », continua-t-elle. « Plus fort que ton père. Plus fort que tout son argent. Plus fort que les ténèbres qu'il représente. Alors bats-toi, Harrison. Bats-toi pour nous. Bats-toi pour l'avenir que nous avons prévu. Bats-toi parce que tu mérites de vivre. » Une infirmière lui toucha doucement l'épaule. « Mademoiselle Martinez, je suis désolé, mais je dois vous demander de sortir maintenant. Il a besoin de se reposer. » Rose ne voulait pas partir. Elle voulait rester, lui tenir la main,
le garder ancré à la vie par la seule force de sa volonté. Mais elle hocha la tête, embrassant sa main une dernière fois. « Je reviendrai demain matin, promit-elle. Et tu seras là. Tu dois être là. » Elle quitta les soins intensifs et s'effondra dans le couloir, laissant enfin toute l'émotion la submerger. Les sanglots secouaient son corps, des années de douleur, de peur, d'amour et de perte explosant en même temps. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Rose. Elle vivait pratiquement à l'hôpital, ne partant que pour se doucher et prendre des vêtements propres. Harrison restait dans un coma artificiel pendant que son corps luttait pour guérir. Les machines émettaient des bips constants, les moniteurs affichant des chiffres que Rose apprit à lire obsessionnellement. Le 3e jour, les inspecteurs revinrent avec des nouvelles. Ils avaient trouvé le tireur. Un ancien militaire engagé via des intermédiaires. Et ces intermédiaires menaient directement à Richard Blackridge. Il y avait des enregistrements, des transferts bancaires. Assez de preuves pour une inculpation de tentative de meurtre. Il est en cours d'arrestation, dit l'inspecteur. Même avec tout son argent, même avec tous ses avocats, il ne s'en tirera pas cette fois. Rose aurait dû ressentir de la satisfaction. La justice était enfin rendue. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était le vide. La justice ne signifiait rien si Harrison n'était pas en vie pour la voir. Le 5e jour, les médecins commencèrent à réduire la sédation. Il était temps de voir si Harrison se réveillerait seul. Rose lui tint la main pendant tout le processus, lui murmurant des encouragements, lui rappelant tout ce pourquoi il devait vivre. « On va avoir notre propre appartement, murmura-t-elle. Un endroit juste à nous, avec des murs qui ne s'écaillent pas et des fenêtres qui ferment vraiment. Et on cuisinera ensemble, et tu brûleras le dîner, et je rirai, et ce sera parfait. Mais tu dois te réveiller. Tu dois ouvrir ses yeux et me revenir. » Et puis, alors que le soleil se couchait par la fenêtre de l'hôpital, peignant le ciel en orange et rose, elle le sentit. Une légère pression sur sa main. Si subtile qu'elle crut l'avoir imaginée. Mais elle se reproduisit. Plus forte cette fois. « Harrison ?» Rose se pencha, le cœur battant à tout rompre. « Harrison, tu m'entends ?» Ses yeux bougèrent sous ses paupières closes. Puis lentement, comme si c'était la chose la plus difficile au monde, ils s'ouvrirent. Gris, confus, mais vivant. Glorieusement vivant. Rose. Sa voix n'était qu'un murmure rauque, mais c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais entendue. « Tu es revenu » pleura Rose, embrassant ses mains, son visage, son front. « Tu es revenu à moi. »« Toujours » murmura-t-il, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Je reviendrai toujours à toi. » Et dans cette chambre d'hôpital, entourée de machines, de fils et de l'odeur de désinfectant, Rose et Harrison prouvèrent quelque chose que Richard Blackridge ne pourrait jamais comprendre. Que l'amour était plus fort que la haine. Que l'espoir était plus fort que la peur. Que ensemble, ils pouvaient survivre à tout. Même à cela. 6 mois avaient passé depuis cette nuit à l'hôpital. 6 mois de lente convalescence, de physiothérapie douloureuse, de cauchemars qui s'estompaient peu à peu. 6 mois de reconstruction. Pas seulement du corps d'Harrison, mais de leur vie entière. Richard Blackridge était en prison, en attente de son procès pour tentative de meurtre, parmi une liste croissante d'autres accusations. Blackridge Industries s'était complètement effondré, ses actifs étant liquidés pour payer les dédommagements aux victimes du projet Aurora. L'empire qui avait mis des décennies à se construire s'était écroulé en quelques mois, prouvant que des fondations bâties sur la souffrance ne pouvaient jamais tenir. Mais de cette destruction, quelque chose de nouveau naissait. Rose se tenait dans ce qui avait été les jardins du manoir Blackridge à Westchester, une immense propriété qui avait été la demeure familiale pendant 3 générations. Après l'arrestation de Richard, la propriété avait été mise en vente pour couvrir les dettes légales. Harrison, utilisant ironiquement l'argent d'un fonds fiduciaire que sa grand-mère paternelle avait créé des années auparavant et auquel Richard ne pouvait pas toucher, avait racheté la propriété pour une fraction de sa valeur initiale. Et maintenant, sous les yeux de Rose, des équipes de construction travaillaient à transformer le manoir en quelque chose de complètement nouveau. Les murs lourds étaient abattus, laissant place à des espaces ouverts et lumineux. Les sombres salons de réception étaient convertis en dortoirs joyeux peints de couleurs vives. Les jardins, autrefois méticuleusement entretenus pour impressionner de riches visiteurs, étaient redessinés avec des aires de jeu, des terrains de sport et des potagers où les enfants pourraient planter et explorer. Le manoir Blackridge devenait Aurora House, un foyer pour enfants orphelins.
C'est parfait, n'est-ce pas? La voix d'Harrison vint de derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Il bougeait encore avec précaution, la cicatrice sur sa poitrine un rappel permanent de la façon dont ils avaient failli tout perdre. Mais il était vivant. Il guérissait. Il était là. C'est plus que parfait. Rose se tourna dans ses bras, levant les yeux pour rencontrer ses yeux gris qu'elle aimait tant. C'est une rédemption. Pour lui, demanda Harrison, sachant qu'elle faisait référence à son père. Non, Rose secoua la tête. Il est au-delà de toute rédemption. Mais pour le nom. Pour l'héritage. Nous prenons quelque chose qui représentait la douleur et nous le transformons en espoir. Harrison l'embrassa doucement sur le front. Pas nous. Toi. C'était ton idée. C'est toi qui as imaginé comment transformer les ténèbres en lumière. C'était vrai. C'était Rose qui, lors d'une des longues nuits à l'hôpital pendant qu'Harrison récupérait encore, avait eu la vision. Utiliser la propriété, le symbole le plus évident de l'arrogance et de la cruauté de Richard, et la transformer en un sanctuaire pour les enfants même qu'il avait blessés. Ce serait un lieu où les enfants orphelins ne seraient pas invisibles. Où ils seraient aimés, protégés, choyés. Où chaque enfant serait vu. Nous l'avons fait ensemble, corrigea Rose. Comme tout. Ils regardèrent en silence les ouvriers poursuivre leurs tâches. Un menuisier installait de nouvelles balançoires dans ce qui serait l'aire de jeu. Un paysagiste plantait des arbres fruitiers qui grandiraient en même temps que les enfants qui vivraient ici. Des peintres recouvraient les murs gris oppressants de jaunes ensoleillés, de bleus doux, de verts pleins d'espoir. Combien d'enfants pourrons-nous accueillir? Demanda Rose. 30 pour commencer, répondit Harrison. Avec de l'espace pour s'agrandir à mesure que nous grandissons. Nous avons déjà une équipe d'assistants sociaux, de psychologues, d'éducateurs. Tous spécialisés dans les traumatismes infantiles. Et chaque enfant aura sa propre chambre. Son propre espace. Fini les dortoirs institutionnels. Rose sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle repensa à elle-même à 7 ans, seule dans un dortoir froid, désirant désespérément un espace qui ne soit qu'à elle. Un endroit qu'elle pourrait appeler chez moi. Et les enfants du projet Aurora, demanda-t-elle. Les autres victimes? Nous avons déjà contacté tous ceux que nous avons pu trouver, dit Harrison. Nous leur avons offert une thérapie gratuite, une compensation financière sur ce qui reste des actifs de la fondation, et une place permanente ici s'ils en ont besoin. Certains ont accepté. D'autres ont besoin de distance par rapport à tout ça. Nous respectons leur choix. Est-ce que Tommy a accepté? Demanda Rose en parlant de son ancien collègue de l'orphelinat. Harrison hocha la tête avec un sourire. Il va travailler ici. Il veut aider d'autres enfants. S'assurer que personne d'autre ne vive ce qu'il a vécu. Rose sourit à travers ses larmes. La gentillesse qui se multiplie. La guérison qui engendre plus de guérison. L'amour créant des cercles d'espoir de plus en plus larges. Quand ouvrons-nous? Demanda-t-elle. Officiellement? Dans 6 semaines. Harrison recula légèrement, sortant quelque chose de sa poche. Mais en fait, je pensais que nous pourrions avoir une petite cérémonie avant cela. Quelque chose d'intime. Juste nous et quelques personnes spéciales. Il posa un genou à terre, et le cœur de Rose s'arrêta. Là, dans les décombres de l'ancien empire Blackridge, entouré d'ouvriers et du bruit des marteaux qui reconstruisaient, Harrison ouvrit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague simple. Pas un diamant massif, comme ceux auxquels la société de Manhattan s'attendrait. C'était une délicate pierre de lune sur un anneau d'or blanc. Modeste, mais absolument parfaite. Rose Martinez. La voix d'Harrison était stable. Ses yeux brillaient d'émotion. Tu m'as sauvé. Pas seulement de cette balle, mais d'une vie vide. Tu m'as montré que la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans les liens. Que le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans le choix de l'amour, même quand c'est difficile. Tu m'as donné envie d'être meilleur. Tu m'as donné envie de construire quelque chose qui compte. Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Alors je te le demande ici, en ce lieu qui représente tout ce que nous avons surmonté, et tout ce que nous allons construire, veux-tu m'épouser? Rose ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait rien faire d'autre que hocher la tête à travers les larmes qui coulaient maintenant librement. Harrison lui glissa la bague au doigt où elle lui allait parfaitement, bien sûr,
parce qu'il la connaissait si bien puis se releva, l'attirant dans un baiser qui parlait de promesses, d'avenir et d'un amour qui avait survécu à l'impossible. Autour d'eux, les ouvriers s'arrêtèrent pour applaudir. Des étrangers célébrant l'amour de deux personnes qu'ils ne connaissaient pas, parce que même les gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire pouvaient reconnaître quelque chose de vrai et de beau quand ils le voyaient. Quand ils se séparèrent enfin, Harrison posa son front contre le sien. « Marions-nous ici, dit-il. Dans les jardins. Le jour de l'ouverture d'Aurora House. Nous commencerons notre vie ensemble au moment même où nous entamerons ce nouveau chapitre. » Parfait, murmura Rose. Absolument parfait. Les semaines filèrent dans un tourbillon de préparatifs. La maison prit forme, se transformant d'un manoir froid en un foyer accueillant. Des meubles confortables remplacèrent les pièces protocolaires. Des dessins d'enfants joyeux couvrirent les murs qui avaient autrefois exposé des peintures à l'huile coûteuse. Les rires des ouvriers et des bénévoles remplirent les couloirs qui n'avaient connu qu'un silence tendu. Et puis, par un clair matin de printemps, tout fut prêt. Les premiers enfants arrivèrent le matin. 8 enfants de divers orphelinats, chacun portant une petite valise contenant tout ce qu'ils possédaient. Rose accueillit chacun d'eux personnellement, s'agenouillant pour être à leur hauteur, disant à chaque enfant, « Tu es vu. Tu as de la valeur. Tu es aimé. » Elle voyait sa propre expérience se refléter dans les yeux de ses enfants. La méfiance, la peur d'espérer, la croyance profondément ancrée qu'ils ne méritaient pas la gentillesse. Et elle se promit qu'elle passerait sa vie à leur prouver le contraire. L'après-midi, pendant que les enfants exploraient leur nouvelle maison avec une excitation croissante, le jardin fut transformé pour la cérémonie. C'était intime. Juste 20 personnes. Tommy était là, ainsi que Maya et quelques autres survivants du projet Aurora. Les collègues de Rose de l'entreprise de nettoyage. Les nouveaux collègues d'Harrison du cabinet de conseil. Le personnel d'Aurora House. Les gens qui comptaient vraiment, non pas à cause de leur statut ou de leur argent, mais à cause de leur lien sincère. Rose portait une simple robe blanche qu'elle avait choisie dans une modeste boutique de Brooklyn. Pas de voile élaboré, pas de traîne de plusieurs mètres, pas de diamants. Juste elle, rayonnante de bonheur, marchant pieds nus dans l'herbe vers l'homme qu'elle aimait. Harrison se tenait sous une simple arche décorée de fleurs sauvages, vêtu d'un costume simple, un sourire transformant complètement son visage. Et quand Rose l'atteignit, quand leurs mains se rencontrèrent, il y eut un moment de clarté parfaite où ils virent tous les deux le chemin complet qu'ils avaient parcouru. D'une rencontre impossible dans un Penthouse à ceci. De deux mondes séparés à un monde construit ensemble. De l'invisibilité au fait d'être complètement, parfaitement vu. L'officiant, un juge à la retraite qui avait joué un rôle déterminant pour que Richard soit traduit en justice, fit une cérémonie courte et sincère. Le véritable amour, dit-il, ne se trouve pas dans les contes de fées. Il se forge dans le feu. Il est testé par la tragédie. Il se prouve par le choix, encore et encore, de rester, de se battre, de construire ensemble. Rose et Harrison, vous avez affronté plus de défis en un an que la plupart des couples n'en affrontent dans toute une vie. Et vous êtes là. Plus fort. Ensemble. Prêts pour la suite. C'est cela, le véritable amour. Ils échangèrent des vœux simples qu'ils avaient écrits. Des promesses d'être présents, de se choisir l'un l'autre, de construire quelque chose de beau, même à partir des cendres les plus sombres. Et au moment d'échanger les alliances, Harrison murmura, juste pour que Rose l'entende. Pour toujours m'a toujours suffi. Mais maintenant, j'ai eu pour toujours avec toi. Et c'est plus que ce que j'aurais pu rêver. Tu m'as rendu visible, lui répondit Rose en murmurant. Et maintenant, nous allons passer nos vies à faire en sorte que d'autres personnes se sentent vues aussi. Je vous déclare maintenant mari et femme, annonça le juge avec un sourire. Et quand ils s'embrassèrent, les enfants dans le jardin applaudirent. Les nouveaux résidents d'Aurora House, célébrant l'amour qui avait créé leur nouveau foyer. C'était chaotique, bruyant, parfaitement imparfait. C'était parfait. Ce soir-là, après le départ des invités et que les enfants se soient endormis dans leur nouveau lit, Rose et Harrison se tenaient sur le porche arrière de la maison, regardant les jardins éclairés par la lune. « Es-tu heureuse » demanda Harrison en la serrant contre lui. Rose réfléchit à la question. Elle pensa à là où elle avait commencé, une fille invisible nettoyant des gratte-ciel, croyant qu'elle ne serait jamais plus que cela. Elle pensa à tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'elle avait découvert, tout ce qu'elle avait surmonté. Elle pensa aux enfants qui dormaient à l'intérieur de la maison,
chacun avec sa propre histoire de douleur, mais maintenant aussi avec l'espoir de guérir. Heureuse semble être un mot trop faible, répondit-elle enfin. Je suis entière. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'appartenir à quelque chose. Pas seulement à un lieu, mais à un but. À toi. À ceci. Je vois ce que tu veux dire. Harrison l'embrassa sur le haut du crâne. J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver ma valeur par des réussites et du pouvoir. Mais je ne me suis senti valable que lorsque j'ai choisi de t'aimer par-dessus tout. Ils restèrent silencieux, savourant simplement l'instant. Quelque part dans la maison, un enfant rit dans son sommeil. Un son d'espoir qui résonna dans des couloirs qui avaient connu tant de ténèbres. Tu penses qu'ils iront bien, demanda Rose. Les enfants? Avec toi ici? Harrison sourit. Ils iront plus que bien. Ils vont s'épanouir. Parce que tu comprends ce dont ils ont besoin d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Tu l'as vécu. Nous l'avons vécu, corrigea Rose. De différentes manières. Mais nous savons tous les deux ce que c'est que d'être invisible dans nos propres maisons. Et maintenant, nous allons nous assurer qu'aucun enfant ne se sente plus jamais comme ça, acquiesça Harrison. La lune monta plus haut, peignant tout d'argent. Et alors que Rose et Harrison se tenaient ensemble, non plus une femme de ménage et un milliardaire, mais simplement deux personnes qui avaient choisi l'amour avant tout le reste, l'avenir s'étendait devant eux, brillant et plein de promesses. Ils avaient transformé les ténèbres en lumière, la douleur en but, une fin en commencement. Et alors qu'Aurora House dormait sa première nuit, abritant des enfants qui seraient enfin vus, Rose murmura quelque chose qui résumait tout. Les vrais héritages sont faits d'amour et de courage. Harrison serra sa main, son alliance reflétant le clair de lune. Et ça, dit-il, ce n'est que le début. Et il avait raison. Car tandis qu'un empire bâti sur la souffrance s'était effondré, quelque chose d'infiniment plus fort s'était élevé à sa place. Pas le pouvoir, pas l'argent. Mais l'amour, la communauté, l'espoir. Et ces choses, Rose et Harrison l'avaient appris, étaient les seuls héritages qui duraient vraiment. Les seules choses qui comptaient vraiment. Les seules choses qui rendaient une vie digne d'être vécue. Rose et Harrison ont prouvé que les héritages les plus vrais ne naissent pas des empires ou des fortunes, mais du courage de recommencer quand tout s'effondre. Ils ont transformé les cicatrices en sagesse, la douleur en but, et un amour impossible en la fondation de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. À la fin, ils ont découvert qu'être vu n'est pas un luxe. C'est le besoin le plus profond de l'âme humaine. Et quand deux personnes se voient vraiment, avec toutes leurs blessures et toute leur beauté, elles créent quelque chose qu'aucune puissance au monde ne peut détruire. Un foyer fait de courage et d'amour. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un j'aime ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires d'où vous écoutez. Et si vous avez senti qu'elle valait vraiment votre temps, cliquez sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. Des histoires qui nous rappellent que le véritable amour vaut toujours la peine de se battre.